Bonus. Trax. En 2021, il faudra attendre l'un des derniers jours de l'année, le 29 décembre, pour apercevoir les premières images d'un Star Wars en prise de vue réelle. Alors à défaut, c'est l'animation qui fait vivre la franchise créée par George Lucas. En attendant The Book of Boba Fett, on va donc se demander si justement l'animation ne serait pas un peu l'avenir de Star Wars. Bad Batch et Star Wars Visions, c'est tout de suite dans l'Outrider. Et pour répondre à cette épineuse question, j'ai à bord de l'Outrider un équipage de choix, puisqu'il y a Marc de CloneWeb. Salut Marc. Salut. Ça me fait plaisir de te retrouver après... Quel était notre dernier épisode ensemble ? Est-ce que tu t'en souviens ? Pas du tout, mais j'étais très content de le faire. Et je suis très content de revenir. Non, je me rappelle pas. Je me demande si c'était pas celui sur la menace fantôme dans lequel vous avez beaucoup parlé de l'attaque des clones avec Bob, qu'on salue. Et bien maintenant, l'attaque des clones, c'est l'année prochaine. Donc je peux déjà t'inviter pour les 20 ans de l'attaque des clones. Oui, mais bien sûr, dans lequel logiquement on pourra parler de la revanche des Sith si vous avez bien suivi. Il y a également Romain Revers, comment on prononce ? Revers, effectivement, comme au tennis donc. Exactement. Des blagues sportives. Tu es graphiste, si je dis pas de bêtises ? Ouais, chez Animation MacGuff. Exactement, et tu as travaillé sur des titres plutôt stylés. Oui, toute la franchise Momoche et Méchant, par exemple. Voilà, c'est déjà un gros morceau de ma carrière. C'est un gros morceau de ta carrière et c'est aussi un gros morceau d'expertise pour parler d'animation. Et enfin, il y a mes compères de toujours, puisqu'il y a également Phobos. Salut Phobos. Hello. Et il y a aussi notre ami Jean-Baptiste. Salut. A.k.a. Djibouille, a.k.a. Chibouille, a.k.a. le Wookie de ce podcast. Le mécanicien, le monteur. Voilà, mais j'interviendrai pas beaucoup, vu que déjà une des deux séries dont on va parler ce soir, je ne l'ai pas vue. Et oui, vous pouvez donc accabler Jean-Baptiste, qui n'a toujours pas vu ni Clone Wars, ni Rebels, ni Bad Batch, mais quelque part il est un peu cohérent avec lui-même. Voilà, mais au moins je vais pas donner mon avis sur des trucs que j'ai pas vus. Effectivement, contrairement à d'autres grands spécialistes du cinéma, allez, partons plutôt sur une autre question, pour ceux qui ont la ref. Parlons de Romain. Parce que c'est un peu la tradition quand il y a un nouvel invité à bord de l'Outrider, on lui demande comment il a découvert Star Wars. Alors Romain, j'ai découvert ça début 90 avec les diffusions sur France 3, je crois à l'époque. Donc enregistrement VHS. Et puis après un peu plus tard, je crois que c'était... Alors c'est en 94 exactement, parce que c'est les Micro Machines qui m'ont... Micro Machines Star Wars. Ouais, qui m'ont bien mis dedans, du coup, voilà. Très beau jouet. VHS, C'est marrant parce que ce matin avec des collègues j'ai parlé de Micro Machines et ça m'a ramené quelques années en arrière. Tu avais quel âge alors du coup en 94 quand tu as découvert Star Wars et les Micro Machines ? Alors Micro Machines c'était plus 8 ans, ça a relancé en fait mon intérêt que j'avais pour la franchise. Voilà. Juste avant la sortie des préquels du coup, j'imagine. C'était 97 99. 97, c'est les éditions spéciales, pardon. Ouais. C'est ça que j'avais en tête. L'édition spéciale, ouais. Oui, donc t'étais quand même dans cette période un petit peu, un peu entre deux trilogies. Il y a des éditions spéciales, puis il y a la suite, le préquel qui sort, et effectivement des tas de jouets pour avec le Hulk musclé aussi. C'était la période. Eh ben écoute. Il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et est-ce que l'animation Star Wars spécifiquement, ça t'intéresse ? Ou est-ce que tu as regardé pour, on va dire, faire un peu de veille pour ton travail ou juste pour ce podcast ? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus ? Non, ça m'intéresse carrément, mais ça m'intéresse surtout quand, comme un peu comme Vision, quand ils essayent de faire d'autres styles graphiques par rapport à ce qu'ils faisaient sur Clone Wars. Et puis après il y a la veille aussi forcément voir ce que font les autres. Ok, donc tu avais suivi Clone Wars, J'avais suivi Clone Wars, j'avais pas Rebels, c'est le seul que je n'ai pas vu. Voilà. Dommage. C'est peut-être la meilleure, non ? C'est la meilleure série. Marc est d'accord avec moi. C'est pour ça que j'aime Marc. Il est souvent d'accord avec moi. Voilà, je l'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez les autres ? Est-ce que Star Wars et l'animation, c'est un truc qui vous fait plaisir et qui vous parle depuis longtemps ? Peut-être, je sais pas, depuis le Clone Wars de Genndy Tartakovsky au hasard. Ouais. Peut-être que Clone Wars première saison, 6e saison, 7e saison. Phobos, qu'est-ce qu'on en pense du côté de chez toi ? Moi j'aime bien l'animation Star Wars, effectivement j'ai Holiday pas mal Special. regardé The Clone Wars. C'est vrai que l'animation remonte au Holiday Special. Il y avait des passages en dessin animé en 2D. Avec la première apparition de Boba Fett sur les écrans. Effectivement. N'oublions pas de le rappeler par rapport à l'intro de tout à l'heure. Et ouais, du coup, tu avais regardé Clone Wars et Rebels, on a fait nos rewatch. J'ai tout regardé, effectivement, on a même tout regardé 2 fois. Assidu. On a regardé Tartakovsky il y a pas longtemps.
Et Le week-end dernier, effectivement. voilà, tout à fait. Donc effectivement, on a de quoi discuter aujourd'hui, même si on va parler des 2 séries les plus récentes. JB, lui, il n'en a pas vu une des 2, mais est-ce que la deuxième, ça l'intéressait Souvenez-vous peut-être qu'en décembre l'année dernière, le mec était un peu salé, mais est-ce qu'il a regardé quand même ? Bah oui, Vision, j'ai regardé. espèce de Yankee. Et j'ai trouvé ça inégal. Mais c'est le principe du projet, vu que chaque épisode est fait par un studio différent, tout peut pas être au goût de tout le monde. Mais globalement, j'ai trouvé que le projet était quand même un peu en demi-teinte, parce que ça racontait pas grand chose et j'avais un peu l'impression que tous les épisodes au final voulaient raconter la même histoire. Je crois qu'on va être un petit peu d'accord là-dessus autour de cette table ce soir, mais parlons d'abord de The Bad Batch et je vais donner tout de suite la parole. Non, je vais pas donner la parole, vous y avez cru. Je fais un petit monologue d'introduction pour vous rappeler quand même qu'est-ce que c'est que cette série The Bad Batch au cas où vous sortiez d'une grotte ou vous vous branchez seulement à la matrice. Eh bien, je vous explique un petit peu que The Bad Batch c'est les aventures de la Clone Force 99, introduit dans The Clone Wars saison 7. À la base, il devait même être introduit plus tôt, mais puisque Clone Wars a été annulé, il a fallu attendre la résurrection de Clone Wars en saison 7, il y a quelques années de cela, pour les voir intervenir. Mais cette fois, ça se passe pas pendant la guerre des clones, ça se passe après la chute, ou même pendant la chute de la République, parfois pendant les événements de l'épisode 3 pour le pilote. C'est produit par notre ami Dave Filoni, à qui on a consacré un podcast, donc je vous y renvoie, qui avait pris de la hauteur chez Lucasfilm dès 2016 en devenant un peu le patron de l'animation. Aujourd'hui, il est même au-dessus de tout ça, donc maintenant on imagine quand même que c'est d'un œil assez, un peu comme l'œil de Sauron, quoi. Le mec veille, mais est-ce que vraiment il a les mains dans le cambouis ? Non, il envoie les orques et les Nazgûl faire le travail à sa place. Et parmi ces Nazgûl, je file beaucoup trop cette métaphore, il y a un certain nombre de gens. Il y a par exemple Athena Portillo, qui est du coup la productrice de Star Wars Rebels, Star Wars Resistance et de la dernière saison de The Clone Wars. On a comme directeur, comment on dit supervising director, Romain ? Comment tu traduirais ça en J'en sais rien du tout. Ok, bah supervising director alors. Brad Rowe, qui avait travaillé sur Forces of Destiny et Resistance aussi. Et du côté de l'écriture, c'est Jennifer Corbett qui a travaillé sur Resistance, mais aussi sur NCIS. On est dans un autre univers qui s'occupe un petit peu d'être, on va dire, la tête pensante de ce projet côté script. Voilà, le projet avait été pas mal teasé dans des rumeurs, leaks, etc. Puis a été officialisé en juillet 2020 avant d'être renouvelé il y a peu. Enfin même, ça commence à dater un petit peu puisque c'était avant le season final. Donc on sait qu'il y aura une deuxième saison. Mais qu'est-ce qu'on a pensé de cette première saison ? Votre avis de manière générale, mon cher Marc, je te donne la parole cette fois. De manière générale, je dirais que c'est une série assez moyenne parce qu'elle a des qualités et elle a quand même pas mal de défauts. Ça, c'est pour la vie générale. Effectivement, c'est très général. C'est très général. Je vais essayer de détailler un petit peu plus. Tu en auras l'occasion. Dans les qualités, j'aime vachement l'aspect graphique parce que je trouve qu'il y a une belle évolution chez Lucasfilm dans l'animation CGI. En plus, ça se passe dans une ville où il y a principale en tout cas, où il y a beaucoup de néons, de choses colorées, etc. Ouais, les lumières sont assez ouf. Ça donne un beau rendu qui lorgne un petit peu. Je le trouve quasiment un peu précurseur d'Arcane, la série Netflix dont on parlera sûrement tout au long de ce podcast. Le côté mélange 2D, 3D où les textures ont l'air d'être de la 2D mais en même temps les personnages sont en 3D. Et j'ai un peu l'impression d'avoir un truc vraiment graphiquement, c'est vraiment chouette et ça m'a vraiment plu. Après, moi, j'ai plus un problème avec l'écriture des épisodes qui me donne un petit peu l'impression d'être calqué sur le schéma du Mandalorien, mais en moins bien. Donc, chaque histoire est JB soupir. où il y a une équipe qui mène une petite mission. Et puis l'épisode d'après, soit ils vont à la planète suivante, soit ils reviennent à la case départ et ils repartent en mission. Et il n'y a pas d'évolution de rien. Les personnages sont quasiment tout le temps les mêmes. Serial. Ouais. Alors moi ça me fait à la fois plaisir parce que ça remplit mon quota hebdomadaire de Star Wars. Donc chaque vendredi ou mercredi, j'avais un épisode à regarder et ça me faisait plaisir. Et en même temps, j'aimerais bien que ça bougeote, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que tu partages cet avis ? Je partage complètement cet avis. Et puis même, tu disais tout à l'heure le coup de précurseur d'Arcane. Ils avaient, déjà sur Clone Wars, t'avais ce qu'on appelle, ce que j'appelle la 3D peinte en fait. C'est qu'ils font des textures clairement en 2D, voilà. Et puis après ils mettent ça sur de la modèle 3D, quoi.
Mais non, j'ai le même avis. Voilà, bon, graphiquement, ça déchire. Il y a des beaux matte painting de Horde Mantel là. Mais Camino, tout ça, ouais. Mais après, la série, pareil, quoi. Je l'ai vu il y a 2 semaines et je m'en souviens plus. J'étais obligé d'aller sur YouTube pour me faire un récap, quoi. Et pareil, c'est pareil que toi, Marc. C'est le petit fast-food qui fait plaisir Star Wars. Mais c'est sans sucre, quoi. Donc après, voilà. Même pas de sucre alors? Non, c'est vraiment. Mais beaucoup de sel de ton côté. Beaucoup de sel, du coup, c'est ça. Heureusement que on ne mange pas trop équilibré à ce podcast. Est-ce que Phobos va ramener l'équilibre dans la force en nous disant que c'était pas si mal, ou est-ce qu'elle va enfoncer le clou? C'est maintenant, le suspense est à son comble. Malheureusement, je crois que je vais un peu enfoncer le clou. Wow. Non, mais je pense que Marc résume bien en disant que c'est une série moyenne, c'est-à-dire que c'est pas une série qui a à rougir. Je trouve, voilà, c'est correct, les bases sont là, visuellement c'est très intéressant, mais en fait j'ai l'impression que la série veut faire trop de choses et du coup elle sait pas trop choisir son camp. Donc à la fois t'as des épisodes hyper importants avec des liens avec le reste du canon, des trucs très tragiques, puis alors à côté tu as des épisodes un peu filler avec à la limite des placements de produits parce que tu vois très bien quels props ont été designés pour que ça soit des jouets après et du coup t'as un ping-pong, un ton parfois très sombre, très dur parce que la série évoque aussi plein de sujets hyper intéressants, continue le parallèle qu'il y avait pu y avoir entre la guerre des clones et la guerre du Vietnam par exemple. Et là du coup ça te parle des vétérans qui ont fini cette guerre mais qui n'arrivent pas à se réinsérer nulle part parce que t'as l'Empire, ils sont pourchassés, ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc c'est des sujets qui sont hyper intéressants, hyper forts, mais en même temps t'as aussi des épisodes où le ton est très léger, le personnage de Mega est parfois un petit peu agaçant, donc voilà, c'est en demi-teinte. Après historiquement les séries Star Wars d'animation, la première saison est pas toujours ouf, mais après ça décolle, donc voilà, j'espère vraiment qu'en saison 2 ça va décoller. J'en ai de plus en plus marre de cette comment on appelle ça, cette maxime de au début la première saison est un peu chiante mais par la suite ça décolle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au final c'est juste les gens n'ont pas aimé la première saison de Rebels? Parce que j'ai l'impression que Clone Wars c'est pas vraiment ça, parce que déjà à l'époque il n'y avait pas d'autres séries donc on la comparait pas si ce n'est à celle de Tartakovsky, et aujourd'hui on voit que là The Bad Batch par rapport à un Rebels etc, moi j'ai plus l'impression de voir une espèce d'équipe B qui imite un peu le style Filoni mais qui a, enfin là c'est même pas que ça décolle, c'est que, ou que ça décolle pas, c'est niveau direction, c'est vraiment cet effet très Star Wars de Disney, de t'as spin-offé un spin-off. Typiquement, on prend un exemple chez Marvel, WandaVision, qui est un spin-off du MCU qui aura un spin-off lui-même. Genre, je me dis, du coup, on perd complètement de vue les enjeux, peut-être narratifs, etc. On les a très fortement ancrés dans l'intrigue du premier épisode et on les retrouve jamais, en fait. Même le season final, il n'est pas du tout lié à l'intrigue de Galactique ou à un truc très personnel de ces clones-là, qui au final sont vachement des personnages fonction et le reste tout au long de la première saison. Ce qui est jamais le cas dans Clone Wars, jamais le cas dans Rebels, et même si t'étends à The Mandalorian, est un petit peu le cas dans les premiers épisodes, mais très vite tu sens qu'il y a un enjeu fort autour du gros goût et d'autres choses. Et là, l'enjeu fort, j'ai pas l'impression qu'il naisse dans cette saison. C'est un peu chaud de dire que c'est moyen quand il y a même pas d'amorce, en fait, j'ai l'impression. Pour moi, là, ça a même pas décollé. C'est encore en train de mettre du fuel dans le carburant. Mais je suis peut-être encore plus méchant que vous, du coup. Bah ouais, c'est clair. Ouais, c'est possible que ce soit plus méchant que nous, parce que, au contraire, moi je trouve. Alors, il y a un truc, c'est que quand la série a été annoncée, mise en route et compagnie, j'ai eu l'impression qu'ils nous vendaient ça au départ comme une mini-série. Donc, moi je me suis dit, on va avoir des épisodes, justement, une intrigue très resserrée, avec des choses qui vont aller très vite, et ce sera très bien, puisqu'au bout de 8 ou 10 épisodes ou 12 épisodes, ce sera plié. Or, on se rend compte, le premier épisode, je pense que le début, justement, décolle un peu et commence à proposer quelque chose, et puis à un moment donné, ça devient hyper routinier, répétitif à souhait, et le dernier épisode est juste là pour annoncer une saison 2 finalement. Donc, ça devient pas un peu flou? En fait, la routine et tout, je me reconnais dans ce que tu dis, mais moi j'ai vraiment trouvé qu'il y a un truc de... On sait pas vraiment où ça veut aller. Il y a quand même un côté, un moment, agence touriste, on a des mercenaires à louer, mais en même temps ils veulent pas, mais en même temps ils sont contre l'Empire, mais en même temps
ils sont pas tout à fait contre l'Empire. Enfin, il y a vraiment un truc de, on sait pas vraiment. On sait pas du tout où ils vont, puisqu'à un moment donné, on dit bon, bah, ils sont là parce qu'ils ont besoin d'argent pour aller plus loin, mais ils vont pas plus loin, ils restent coincés dans leur situation. Effectivement, la comparaison avec l'agence touriste est assez bonne, et rien ne bouge. Le personnage de la jeune clone Omega. Oui, j'allais vu. Je te passe la parole après. Est très comme ça. On s'est imaginé des choses sur Omega. Il y a eu des rumeurs, j'en ai parlé hors micro avant l'enregistrement, qu'il la voyait comme peut-être une potentielle clone d'Obi-Wan, et on s'est dit ah cool, un truc à raconter, ils vont en faire quelque chose. Pitié, non. Je crois que c'est démenti dans un épisode vers la fin, que pas du tout. C'est vraiment, elle est basée sur, c'est une clone pure de Django, je crois, un truc comme ça. Ouais, elle est basée sur Django Fett. Et on ne sait pas effectivement, comme tu dis, où ça va. Est-ce qu'ils ont un plan sur plusieurs saisons de on va raconter tel truc? Rebels avait un avantage en fait, c'est que on savait vers quoi ils allaient. On savait qu'ils devaient à peu près raccrocher les wagons de Rogue One, si ce n'est de Un Nouvel Espoir. Non, il y avait au un moins but. La formation de l'Alliance Rebelle telle qu'on il y la avait connaît, un quoi. but. Là, il n'y a pas de but en fait, donc il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'enjeu. Parce que moi, le truc qui m'avait intéressé dans tout ça, c'était l'arc de Kamino 1, de la cloneuse là, avec la petite. Qui est peut-être l'apport mythologique le plus fort de cette série. Clairement, ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout été. T'as le début et t'as la fin. Et entre, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Parce que le perso a le même costume que le cloneur dans. Enfin, le cloneur. Comment il s'appelle ce personnage dans le premier épisode de Mandalorian? Dans The Mandalorian, ouais. Bah, très clairement, vous l'aurez compris, puisqu'on vous a aussi un petit peu révélé les origines d'Omega. Je pense que j'aurais peut-être dû commencer par ça et vous dire que c'est un peu spoiler. Mais je pense que depuis le temps que la série est sortie, vous avez peut-être un petit peu vu de quoi il s'agit. Mais attention à vos oreilles. Moi, je vais écouter. Je pense que je regarderai pas la série. Écoute, mon pauvre JB, je pense que toi qui adores pourtant ces intrigues de clones, c'est dommage, tu passes à côté de plein de choses, mais effectivement, la série raccroche les wagons avec The Mandalorian de ce point de vue-là pour expliquer potentiellement comment a démarré le programme de clone de l'Empereur. Parce que est-ce qu'ils ont Grogu à la fin? Est-ce que la saison 2 Oui, ou Grogu, effectivement. Ouais. En fait, il y a même des gens, alors ça c'est parmi les théories de fans, faut toujours un petit peu prendre ça avec un petit grain de sel et prendre un peu de la distance avec tout ça, mais typiquement il y a des gens qui avaient dit Bad Batch, en fait on va apprendre que c'est le commando qui a exfiltré Grogu du temple Jedi, puisque c'était révélé dans The Mandalorian saison 2 qu'il avait été caché comme ça pendant des années et qu'il y avait c'est vrai que ça aurait été un enjeu assez fort. Alors ça aurait fait de The Bad Batch un spin-off de The Mandalorian et de The Clone Wars, donc là très très fort, mais peut-être ça aurait été assez sympa parce que tu aurais eu ce but de dire ok, je sais qu'on remplit les blancs mais j'aime tellement ce perso, j'ai envie de savoir ce truc. Parce que moi ce qui m'embête un petit peu avec The Bad Batch, c'est que c'est des persos qui sont ultra fonctions, ultra archétypaux. Moi j'adore, franchement le truc des commandos, le sniper qui parle avec une grosse voix qui a un cure-dent, je kiffe, il y a pas de problème avec ça, mais essaye de peut-être un petit peu nuancer au fur et à mesure, et pas vraiment en fait. Ils essayent mais ils vont jamais vraiment au bout, et il y a ce côté un petit peu on est des méga commandos badass, on dézingue un petit peu, mais on va pas tuer des clones, ça je peux comprendre, mais en même temps on va pas traficoter avec des criminels, mais on est quand même un petit peu obligé. Enfin, il y a quand même des missions où ils vont chasser le rancor de Jabba. Enfin, je veux dire, on en arrive à des niveaux de détails qui sont quand même assez hallucinants d'inutilité. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre les gens qui écrivent cette série, mais je me dis, ok, pourquoi je regarde ça en fait? Parce que j'ai pas spécialement d'affect avec ces persos, parce que dans la saison 7, ils étaient très cool de Clone Wars, mais est-ce que derrière j'avais trop envie de me projeter là-dedans? Clairement pas. Enfin, je sais pas si c'était votre avis. Est-ce que vous aviez envie de les voir? Enfin, tout le monde d'ailleurs était assez surpris que ça soit un peu la suite de l'animation pour Star Wars, et de dire ok, donc on va prendre les mecs qui apparaissent dans 3 épisodes et on va les suivre, alors que beaucoup de gens attendaient notamment une sorte de trilogie Filoni qui avait fait The Clone Wars, Rebels, et qui allait faire un truc dans on va dire la timeline des nouveaux épisodes 7, 8, 9, ce qui aurait pu être intéressant aussi. Mais je trouve qu'il y a vraiment un positionnement dans The Bad Batch qui fait très quand je dis Star Wars de Disney, c'est plutôt Star Wars de Disney Plus même, c'est à dire il faut un truc pour Disney Plus, on va remplir. C'est quoi le truc le plus simple? C'est de partir de The Bad Batch. Il devait avoir plus d'épisodes à l'origine dans Clone Wars. Je me suis dit ils vont recycler ces épisodes là, parce que j'imagine que ça marche un petit peu aussi comme ça dans l'animation. Il y a des assets, il y a peut-être des storyboards, des scénarios qui ont été écrits. Sûr, et je me suis dit, ça va être ça en fait. On va voir Kashyyyk, on va voir tout ce qu'il devait faire. Et en fait, on voit même pas ça. Et on voit beaucoup de petits trucs
mais rien qui laisse à penser qu'il y a un fil rouge très, très fort, si ce n'est effectivement cet ajout mythologique sur le clonage a continué en dehors de Kamino, dans cette installation un petit peu, mais en même temps, on la voit, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est-à-dire que c'est pas trop récompensant pour ceux qui ont été au bout de la série non plus. Ouais, non, c'est clair, Après, c'est aussi la série, elle se donne le temps d'explorer justement un petit peu ces personnages-là. Et peut-être que ça parle plus à un public américain, en fait, parce que justement, Côté il y a soldat, cette culture des vétérans, et en fait, ces soldats qui reviennent, qui sont à la fois un peu détestés du public, mais qui se sentent trahis et pas soutenus par l'armée et par le gouvernement. Et c'est un peu la position dans laquelle ils sont, parce qu'ils n'ont pas envie de se retourner contre leurs frères soldats. Mais en même temps, au tout début de la série, ils essayent quand même de se faire accepter en fait par l'Empire. Ils sont d'ailleurs envoyés sur une mission où ils se rendent compte qu'en fait les rebelles qu'ils étaient censés tuer, c'est des civils, des vieillards et des gamins, et donc ils se disent... Tu veux dire que Star Wars c'est politique? Est-ce que ça serait politique, Star Wars? Ils se rendent compte de... en fait on nous emmène, on nous force à combattre dans une guerre injuste. Et quand ils essayent de se soustraire à ça, ils sont un peu rejetés de partout et ils en sont réduits à devoir survivre. Et justement, aux États-Unis, il y a genre un truc du style 40 000 vétérans qui sont SDF. Parce qu'ils sont abandonnés par ça, parce qu'ils souffrent de PTSD, parce que t'as aussi dans la série une espèce de métaphore qui est reliée à la puce en fait, qu'ils ont dans le cerveau, qui peut provoquer des espèces d'attaques, de crises, qui évoquent éventuellement des flashbacks traumatiques. Donc tu sens qu'il y a cette volonté en fait, de filer un petit peu la métaphore qu'il y avait déjà dans Clone Wars et de continuer là-dessus. Dans Clone Wars parce que t'as 7 saisons pour t'attacher à Rex, et quand quand ses potes pètent les plombs, c'est fondamentalement un commando hyper archétypal qui devient un petit peu moins archétypal, et j'ai pas l'impression que t'as le même affect. D'ailleurs, justement, puisqu'on parle de Rex, quand il arrive et qu'il leur propose de continuer le combat avec lui, à aucun moment tu te dis pourquoi ils le font pas. Enfin, j'ai vraiment eu du mal. Souvent dans la série, je me suis dit mais pourquoi ils suivent pas ce perso, pourquoi c'est trop bizarre la façon dont ils d'être une force un peu neutre. J'y crois pas en fait. J'arrive pas à me dire ils sont ni l'agence touriste, ni les exécutants de l'Empire, ni les débuts de l'Alliance rebelle, tu vois. Bon, en même temps, s'ils avaient été l'un ou l'autre, la saison, comme dit Marc, aurait été une espèce de mini-série, mais peut-être ça aurait été très bien, plus punchy, plus cool, et ça aurait terminé l'arc de ces persos-là que sans doute Filoni aimait et que Disney aimait tellement qu'ils en ont fait une série. Le souci, c'est que tout ça, en fait, c'est dilué dans des fillers. C'est ça le problème. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur les anciens combattants, la manière dont c'est traité, etc. Mais c'est qu'une poignée d'épisodes, et le reste, c'est une bande de gars qui va chercher un objet au fin fond d'une mine et qui revient, et on parle de rien d'autre que de ça. Donc c'est le problème de la série, c'est qu'il y a beaucoup trop d'épisodes qui servent à rien, qui noient le truc. Parce que c'est assez chaud parce qu'il n'y en a pas beaucoup des épisodes quand même, par rapport à une saison de Clone Wars ou de Rebels, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, et pourtant, je trouve que parfois, il y a des éléments qui sont intéressants, notamment dans le démarrage. J'ai vachement aimé le fait qu'on voit l'Empire s'installer. On voit l'Empire arriver sur des planètes, on voit une administration se mettre en place. On voit, il y a un épisode, le deuxième, je crois, où il est question de carte d'identité ou de quelque chose. Changer la monnaie aussi, ouais. Changer de la monnaie aussi. Et tu sens que voilà, il y a... C'est un peu du détail de nerd Star Wars à fond, mais je trouve ça vachement intéressant, voilà, de l'aspect pratico-pratique de l'Empire se met en place et il décide de réguler des choses, et tout ça c'est amené dans la série, et en même temps c'est amené que par moment, et à la fin c'est finalement pas tant développé que ça. Bah ouais, mais en fait c'est là où je te rejoins, c'est que tous ces éléments je les trouve très cool. Alors effectivement là on est presque effectivement dans le territoire des nerds de Star Wars, mais je me suis vraiment dit, si tu fais un spin-off sur The Bad Batch, il va falloir que tu partes sur un truc qui a un point de détail mais le diable est dans les détails, enfin il faut mais en même temps quand ça, j'ai vu ce truc de change, tu vois, des monnaies locales contre la monnaie impériale, je me suis dit c'est comme ça qu'ils vont survivre, ils vont faire des espèces de braquages, et comme ça ils touchent personne, ou ils tapent que l'Empire, ils ont pas besoin d'attaquer les clones, et il y a plein de pistes qui sont lancées, il y en a aucune qui est vraiment poursuivie au sein de cette saison-là, sans qu'on ait forcément une espèce de raison ou de méta-raison qui te dit ils vont pas dans toutes ces directions parce que la grande raison elle est là, on la voit au loin, c'est ça l'horizon de cette escouade. Honnêtement, aujourd'hui, moi je suis incapable de te dire qu'est-ce qu'ils vont faire sur la saison 2, quoi, tu vois, si ce n'est continuer de se balader, mais
les rebelles de Rebels, ils avaient ce côté un peu vagabond, il y avait des fillers, mais en fait à chaque fois ça ajoutait un truc sur tel perso ou tel autre, quoi. Et là bon, ça aide pas le fait que ça soit tous des clones, donc forcément c'est un petit peu difficile, mais je sais pas, ils sont mutés, quoi. Enfin ils ont muté, donc ils pourraient avoir un petit peu plus de personnalité. C'est un petit peu dommage, je trouve, de pas réussir sur autant d'épisodes à dégager un thème fort et une direction pour cette série, quoi. J'étais très surpris quand la saison 2 a été annoncée, quoi. Non pas que ce soit vraiment mauvais, parce qu'il y a un certain nombre de qualités, que ce soit dans l'animation, les thèmes qui sont abordés et tout, mais je sais pas, je trouve que ça manque de liant et peut-être de l'énergie très... Moi c'est un peu l'impression que c'est l'équipe B, tu vois, de la team Filoni, quoi. Les gens qui se sont fait un peu les armes sur Résistance, qui était déjà pas non plus une dinguerie d'un point de vue scénaristique, mais qui était excusé parce que destiné aux plus jeunes. Là, j'ai un peu l'impression que si toi t'enchaînes saison 7 et Clone Wars sur Disney+, au moment où tu découvres Clone Wars en 2021, c'est quand même un peu la douche froide, quoi, en termes d'enjeux, même d'anime. Il y a quand même 2-3 combats, t'as pas de Jedi, etc. Bon, ça fait peut-être un peu plaisir à certains. Moi, le premier, je dois le dire, hein, voilà. C'est bien d'explorer un petit peu d'autres choses, quoi. Mais je pense qu'ils ont voulu vraiment explorer ce thème-là des vétérans, de comment est-ce que ça se passe, la montée de l'Empire. D'ailleurs, la scénariste est en fait une ancienne officière de la Navy américaine. Donc, dis donc, t'as fait tes devoirs, toi. Mais oui. Donc je pense ça lui tenait vraiment à cœur d'explorer ça. Après, je pense qu'ils ont aussi effectivement les contraintes, comme tu dis, c'est une série Disney+ avec une contrainte de cible, donc il fallait que ça reste quand même kids friendly. Et on l'a vu sur Résistance, ça donne des trucs qui sont parfois un peu. Mais Clone Wars c'est kids friendly, Rebels c'est kids friendly, ça aussi c'est des fausses excuses de marketeux, ça. On n'en peut plus de ça. On n'en peut plus de ça, Phobos, je te le dis. Tu peux, alors sans passer par la case arcane où il y a de la violence, des gros mots, etc., tu peux très bien faire un truc qui est assez sombre et qui quand même est destiné à un public très large. Tu peux être malin dans ton écriture. Ouais, moi ça me donne un peu l'impression qu'il y a un côté un peu comme ces séries Netflix qui sont là pour répondre à un besoin. T'as des séries... sur plein de pages. Tu penses à quoi, Marc? On dénonce ce soir. Ah, mais je pensais à plein de choses en même temps. Eh ben, pense à tout en même temps. J'ai l'impression que Netflix maintenant produit des séries, et Amazon sans doute aussi et compagnie, qui répondent à un besoin. T'as la série qui fait 30 minutes que tu peux regarder pile dans ta pause déjeuner. T'as cette série un peu légère que tu peux regarder sur ton téléphone dans un métro parce que finalement c'est pas si important si tu as pas toutes les images. Et tu as des trucs de grande envergure. Et j'ai l'impression que The Bad Batch répond un peu à ça, à une espèce de besoin de plateforme de remplir avec voire même de remplir du Star Wars, parce qu'en fait on n'a pas eu grand chose c'était quand ça a été diffusé, il y avait que ça, donc ça permet aux spectateurs d'avoir un peu de Star Wars tous les jours. Et puis c'est gentil, inoffensif, tu fais des jouets derrière. Et puis ça fait tourner un studio aussi. Ça fait tourner un studio. C'est des gens qu'il faut faire bosser entre deux vrais projets. Ça, voilà. Et ça rentre un peu dans une case, mais finalement, dans ce que ça oublie, c'est le spectateur qui est vraiment intéressé par le contenu. Ouais. Bah, effectivement, on en arrive à l'âge des plateformes qu'il faut remplir à tout prix et parfois sans penser à qui ça va plaire et ni même est-ce que ça plaît même aux gens qui écrivent, parce que bon, moi je respecte effectivement tous les gens qui ont taffé là-dessus, comme je respecte les précédentes équipes qui ont taffé sur la série animée Clone Wars, qui sont parmi mes trucs préférés de Star Wars ever, donc je ne peux pas cracher dans la soupe, mais visiblement j'ai un peu l'impression qu'ils sont pas non plus transportés par ce qu'ils écrivent. Les moments où ils touchent un petit moment de grâce, on est comme par hasard connecté à Rebels, et c'est l'arc de Rylot où on voit un petit peu le passé de Hera Syndulla, de ses parents, et d'un coup les enjeux ils montent, t'as l'impression que même la musique, la dramaturgie c'est au sommet, et ça dure 2 épisodes. Et t'as vraiment l'impression de te dire, ah ouais, en fait si à chaque fois t'es obligé de te raccrocher à un truc qui existe déjà pour faire vibrer les gens, c'est quand même, il y a un petit peu... En plus c'est pas l'épisode où il y a le moins le Bad Batch. Bah oui, ouais, ça, ouais. Je crois que la première, enfin c'est un épisode en 2 parties d'une certaine manière, et je crois qu'ils sont pas dans la première partie. Ouais. Ce qui est très bizarre aussi en fait, d'utiliser The Bad Batch, ça y est, je sais plus pour le prononcer, mais The Bad Batch comme espèce de prétexte, parce que c'est pas vraiment une proposition hyper forte, et d'un coup de les abandonner pendant un épisode, ça prouve quelque part qu'ils sont dispensables. Alors,
d'après moi, hein, et encore une fois, j'aime bien ce groupe et je trouve que les doubleurs sont hyper cool. Le fait d'avoir le doubleur, effectivement. Non, mais même la doubleuse de Omega, je trouve, avec cette espèce d'accent vaguement, je ne sais pas trop, néo-zélandais, etc. Je trouve que ça marche. Il y a cet exotisme un peu de Star Wars de dire ouais, Kamino, Jango Fett, ils sonnent comme ça, parce que même les Kaminoans, ils sont assez importants dans la série, ils l'ont jamais vraiment été avant, donc c'est quand même 2-3 idées qui sont assez cool, mais je sais pas, j'aurais fait quelque chose de plus concentré, j'aurais aimé voir ça en tout cas, mais je sais. Voilà. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment envie d'en discuter plus que ça et que ça ne vous a pas parlé plus que ça non plus. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment une série où on ne sait pas où elle va. C'est ça qui m'embête, je crois, le plus. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer alors si on prend des paris là pour la saison 2 pour terminer cette... Il faudrait une intrigue un peu... par exemple, pour comparer avec Mandalorian, il y a quand même toute l'histoire autour de Grogu qui est mystérieux dans la première saison, et dans la deuxième, il y a une quête, et maintenant on sait on a des idées sur la potentielle saison 3. Donc il y a chaque fois des enjeux, et il y a une destination en fait. Là, il n'y a pas de destination, on ne sait pas où on va. Ok, donc il faut une destination. Il faut une destination. Romain, qu'est-ce que tu rajouterais ? Moi, je veux peut-être saison 2, je voudrais que ce soit peut-être un poil moins militarisé. Ouais. Peut-être qu'ils pourraient Attendez vraiment à ce qu'ils enlèvent leurs uniformes au fur et à mesure de la saison. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, moi aussi, c'est pareil, ouais. Et pourquoi pas avoir un qui devient fermier. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais j'en sais rien, mais qu'il y ait des enjeux. Et ce truc-là de Clone Wars, du clone fermier, qui retrouve, qui est un épisode de Clone Wars dans les premiers épisodes, qui a des enfants, etc. Et du coup, ça va rejoindre ce que je veux dire sur Vision. Pardon, ça va rejoindre ce que je veux dire sur Vision par rapport à l'épisode de Tatooine Rhapsody aussi. Enfin voilà, moi, mon avis, c'est que j'aimerais bien que Star Wars devienne un peu moins comme ça. Ouais, s'éloigner un peu de l'univers militaire, proposer juste faire un univers vaste qui pourrait faire plein de choses en fait. Essayer quoi. Juste, oui, essayer, ça serait pas mal. Déjà. Que l'un devienne mécano pour module de course, j'en sais rien, des trucs comme ça. Mais alors je dérive, mais c'est potentiellement ce que essaye de nous vendre The Book of Boba Fett, qui veut essayer, en tout cas la promo cherche à nous vendre un truc plutôt orienté mafia. Ouais, c'est juste passer l'Underworld quoi. Underworld et compagnie, donc on espère que ça va dériver un petit peu de la timeline principale. Ouais. Bah écoute, on espère, on vous en reparlera bien sûr l'année prochaine, puisque le premier épisode sortant le 29 décembre, on a un petit peu le temps de voir venir. Qu'est-ce que tu rajoutes, toi, Phobos, pour une saison 2 ? Qu'est-ce que tu aimerais voir ? En tout cas, pas forcément rajouter, mais... Moi, ça me dérange pas de rester un petit peu dans le côté militaire, mais justement d'explorer... Militaire. Parce qu'il y a quand même l'arc de... Enfin, il y a encore des petits mystères. Et je pense qu'ils peuvent continuer à explorer ça, parce qu'autour de Omega, par exemple, on sait qu'en réalité, elle est plus vieille que les clones, même si elle est plus jeune, parce qu'elle vieillit 2 fois moins vite qu'un humain, et eux, ils vieillissent 2 fois plus vite qu'un humain. Donc forcément, elle a genre 24 ans, et ils en ont 48. Et donc, voilà, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur ça, et sur la manière... dont Crosshair va évoluer aussi, parce qu'en fait on apprend que quelque part il a choisi de continuer à servir cet empire fasciste parce que c'est la première fois qu'il se sent vraiment évalué, reconnu, que sa force est vraiment utilisée à son plein potentiel, mais en même temps il a cette espèce de mini rédemption à la fin, tout en ne rejoignant pas le Bad Batch parce que ça aurait été trop simple. Donc en fait il y a quand même des petites nuances, tu vois, dans les personnages et tout, et je pense qu'il y a des choses à explorer sur cette période un peu trouble où qu'est-ce que tu fais quand t'es un soldat ? Est-ce que t'as envie de te rebeller ou pas ? Parce qu'il y a aussi une scène comme ça dans la série où il y a un clone qui pourtant a la fameuse puce, mais qui se rend compte qu'en fait ils sont en train d'oppresser les populations qu'ils étaient envoyées à la base protégées, et qu'il y a cette espèce de révélation, et qui se sacrifie en fait pour faire gagner du temps au Bad Batch, si je me souviens bien. Et voilà, il y a des choses à explorer sur la rébellion, tu vois, sur toujours... Ah oui, Star Wars Rebels, ouais, c'est pas mal ça. Non, mais sur comment tu fais pour combattre un empire fasciste qui est en train de s'installer ? Qu'est-ce que... Star Wars Rebels. Mais non, parce que l'empire est déjà installé dans Rebels. Bah non. On est 5 ans après The Bad Batch, mais The Bad Batch, je veux dire, t'as un espace de 5 ans maintenant, on est dans des mouchoirs de poche. Ouais, mais là, ce qui se passe, c'est que... on est peut-être plus que 5 ans. C'est vraiment le réflexe que tu as quand un tyran frappe à ta porte, quoi. Ouais. Alors que Rebels, c'est quand même un peu plus tard, un peu plus posé, il y a déjà des choses... C'est plus installé, je suis d'accord. Là, tu vois la chute, et je pense que maintenant, plus que jamais, on a besoin d'avoir des médias qui parlent de ça et qui explorent ça, et
enfin tu vois, genre pour moi c'est important. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils prendront le truc un peu à bras le corps et qu'ils iront. C'est important, mais Disney le joue toujours d'une manière exceptionnellement safe, où faudrait surtout pas que tous les clones soient du côté du bien. Il y en a quand même un qui va choisir d'être fasciste ou un petit peu. Enfin, tu vois, un truc de. Et vu qu'on sait toujours pas où ça va, je me dis en fait à quoi bon, je ne sais pas. Mais j'aime bien quand même Crosshair et cet arc final de semi-rédemption. Mais je trouve ça bizarre de passer de mecs qui sont 100% des archétypes à un truc 50% nuancé. Tu vois, je trouve qu'il y a un truc de. Moi, si tu m'avais dit c'est un truc un peu bas du front, un peu militaire, ils font des trucs de commando tout le long, c'est que du filler, il n'y a pas de fil rouge, mais t'as de l'action Star Wars qui pète, je t'aurais dit, bah écoute, très bien quoi. Le commando dans le commando. Ils teasaient un peu ça dans le premier trailer, limite que Tarkin allait les utiliser sans qu'ils sachent qu'ils sont utilisés, ou tu vois, des trucs comme ça, mais bon, au final ils ont fait autre chose, mais quelque chose d'un peu tiède, on est quand même tous d'accord pour le dire. Oui, ça reste un peu tiède. Bon. En l'état, c'est un peu tiède. En l'état, c'est un peu tiède, mais il y a des bonnes pistes, il y a des personnages assez hauts en couleur, on sait que ça peut raccrocher avec pas mal de wagons, ne le faites pas trop, juste assez peut-être comme vous l'avez fait sur cette première saison, et on regardera bien sûr la seconde saison pour s'en convaincre. Voilà. Est-ce qu'on a envie plutôt de parler de Star Wars Vision, parce que j'ai l'impression que je vous ai achevé en essayant de vous poser des questions, vous étiez là, vous étiez arrivés avec vos convictions, et elles se sont écroulées directement en disant mais en fait on s'en fout un peu de cette série, on est venu parler de Star Wars Vision, t'es gentil Thibaut, mais rappelle-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé chez Lucasfilm pour que tout ça démarre. Eh bien on doit cette initiative à James Vaughn, rien à voir avec un réalisateur qui partage le nom de famille avec James, mais qui a pitché début 2020 l'idée, tiens si on filait la licence Star Wars à des studios japonais, un truc qui s'est jamais fait avant dans l'animation, jamais. Animatrix et les films Batman de Nolan ne l'ont jamais fait avant, donc du coup il s'est dit tiens on va le faire. Ça a été développé en 2020, donc pendant le Covid. Ça a été annoncé le 10 décembre 2020 avec 10 épisodes. C'était pendant l'Investor Day où JB pestait contre toutes les annonces, souvenez-vous. C'est sans doute pour ça que vous en rappelez d'ailleurs. Et donc c'est pas vrai en plus. Je rigole. C'était notre Holiday Special. C'était notre Holiday Special. Et effectivement, la série ne fera finalement que 9 épisodes contre les 10 annoncés, puisque l'épisode The 9th Jedi, le 9e Jedi, eh bien, sera réuni en un seul épisode. Et donc on va avoir la crème de la crème des studios japonais qu'on présentera peut-être au fur et à mesure. Et depuis on voit qu'en fait on parlait de fusée, de décoller tout à l'heure, et ben c'est un petit peu décollé pour Star Wars Vision, puisqu'il y a quand même deux tie-in qu'on peut mentionner. Terme anglais, je fais saigner vos oreilles, mais peu importe, on sait qu'on a un roman pour Ronin, qui est du coup le premier épisode de Star Wars Vision, si je ne dis pas de bêtises, et bientôt un artbook qui sortira en anglais chez Dark Horse, et peut-être chez Hachette par chez nous, ensuite en France, ou Guinée de Menin, qui sait, voilà, positionnez-vous, ça peut être sympa, je pense, que de voir un peu des concept art qui ne sont pas ceux des films ou ceux des séries animées. Après, ceux des séries animées, si je dis pas de bêtises, sont jamais sortis en français, donc voilà, il faudra peut-être apprendre à lire l'anglais ou dépenser des dollars. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis de manière générale sur cette série? Et puis après, peut-être que comment vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on se fait un petit tour de table à chaque fois? On parle des épisodes en épisode. Romain a l'air de soupirer. Marc lève les bras au ciel. Ce podcast est absolument préparé, je vous jure. Je vais me lancer. Moi, je l'ai vu en 2 fois, parce que je sais que tu voulais savoir un peu si on l'avait bingé ou pas. Ok. Je l'ai vu en 2 fois pour des raisons pratiques. Et j'ai vu les 4 premiers épisodes d'un coup et les 5 suivants après. Et ma première partie de visionnage, j'ai vraiment trouvé ça fantastique. Parce que le premier épisode, je le trouve très bien. J'adore le boulot de Trigger, le studio qui avait fait Promare sur The Twins. Je trouve l'épisode complètement dingos. Et tout ça était vraiment... Je suis vraiment sorti enchanté de ma première partie de visionnage. Et puis quand j'ai regardé la deuxième moitié, je me suis dit, mais vous êtes tous en train de raconter la même histoire. Et là, du coup, le soufflet est un peu retombé. Parce qu'en plus, graphiquement, c'était pas forcément les épisodes les plus originaux. Tout est très bien fait, mais il y en a pour lesquels c'est vraiment... c'est de l'animation toute bête, quoi. Et j'ai été un peu refroidi. Après, moi, je trouve quand même des qualités quasiment à tous. Donc, je suis plutôt positif, et en tout cas je trouve l'idée du projet original, c'est dommage qu'ils aient pas cherché à faire se parler un peu plus les studios pour que les gens évitent d'écrire tous la même histoire.
Après, c'est peut-être le fait que ça a été développé relativement rapidement et que j'imagine en échange il y avait un petit peu carte blanche et un peu moins d'articulation entre les studios, mais c'est vrai que ça aurait, je pense, beaucoup aidé. On y reviendra. Romain, donne-nous ton avis. Ouais, bah non, mais un peu pareil que Marc. Et en plus, ouais, le fait de lancer une série comme ça avec plusieurs studios en même temps, je pense qu'ils ont voulu aussi tester eux-mêmes s'ils pouvaient le faire. Et qu'après, on ait une. Moi, le concept, j'adore, franchement. J'aimerais même qu'ils aillent plus loin que l'anime au Japon. Oh, le mec me pique mes idées de conducteur là. Toi, t'as besoin de bosser ou quoi? Non, mais j'aimerais bien. Moi, le Tatooine Rhapsody, c'est vraiment mon préféré parce que c'est le seul qui se finit pas en se tapant dessus. Alors c'est vrai que bon, voilà, c'est Star Wars, il y a Wars dedans, mais non, pareil, le style graphique, voilà, il y a aussi le petit épisode avec le petit robot aussi qui était mignon, qui était pas mal aussi. Ça changeait un peu Astro Boy là. Mais 100% Tezuka, ouais. Ouais. Mais vraiment, moi, l'idée du projet, je me suis dit, ah ouais, mais du coup, maintenant, j'espère que ça a marché pour eux, en tout cas en interne, pour que, pourquoi pas, on ait après, alors là, c'est l'anime 2D, pourquoi pas, est-ce qu'on ait de la stop motion, par exemple, ou faire que en plus, ils ont le stock, de faire un truc avec que des animatroniques. Par exemple, là. Moi, je m'éloigne, mais c'est juste que c'est le. Non, mais ça m'intéresse plus qu'une saison de The Bad Batch, hein, je dois être honnête. C'est vraiment le truc qui m'a. Voilà, en regardant ça, voilà, bon, il y avait plein de propositions, plein de folies, etc. Qui tournent autour de la même chose, clairement, le sabre laser et le combat, le duel. Mais voilà, même si ce que j'ai vu m'a pas tout le temps transcendé, la promesse du projet. T'as enthousiasmé. M'a carrément chauffé, ouais. Ok. Est-ce qu'il en est de même chez notre ami Phobos? Bah ouais, c'est un peu pareil. J'avais vraiment de grosses attentes pour le projet. Je trouvais ça hyper cool. Je me suis dit, bah justement, c'est l'occasion d'explorer visuellement plein de choses et de pouvoir raconter plein de mini-histoires. Et au final, vraiment déçue. Surtout, enfin là, quelques semaines après les avoir regardés, je me dis que c'était vraiment pas ouf, quoi. Pour le coup, c'est vraiment très répétitif. Visuellement, la diversité est quand même hyper intéressante parce que du coup, chaque studio a vraiment sa patte. On sent qu'il y a des vrais univers, enfin des DA très différentes et tout. Donc ça, c'est très chouette à voir, vraiment, cette diversité de styles. Mais même dans l'exécution de l'animation, j'ai pas toujours trouvé ça du plus haut niveau. Enfin, je sais pas, je m'attendais parfois peut-être encore à mieux. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion, là je me tourne vers Romain, mais un petit peu parfois entre japonais et Top of the et Pop, en plus, quoi. Est-ce que ça a été produit pendant le Covid ou Ouais, pas? ça a été produit pendant le Covid. Donc, oui, voilà. Vous avez raison. Non, mais j'imagine bien qu'ils avaient des contraintes de temps oui. et de budget, forcément. Non, bien sûr. Et puis après aussi, pour eux aussi, c'est un test. Donc moi, clairement, je vois ça comme un test. Hein. Ils vont balancer tout. Je sais pas si Droid va être une série animée aussi. Ah, la série oui. sur... ouais, si c'est une série animée, ouais. D'accord. Du coup, je sais pas qui va faire ça ou quoi, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des petites graines comme ça, mis un peu partout. Ça se trouve, c'est même carrément un... comment dire, un appel d'offres là. Ouais. On regarde quel studio se débrouille le mieux avec nous, qui communique le mieux avec nous. Et après, on peut leur laisser peut-être des projets un peu plus longs, des moyens métrages. Ce qui est un peu dommage dans cet appel d'offres, c'est que tout le monde a fait la même offre, quoi. En termes quasiment en termes d'histoire. Quoi. Est-ce que c'était le but? Je sais pas, tu vois, mais justement, c'est peut-être un peu dommage parce qu'on a l'impression parfois que en termes d'histoire, les studios ils se disent ok, on va tout donner, on va raconter un truc hyper riche, on va raconter plein de trucs qui auraient mérité peut-être 2 heures, voire même peut-être une série. Et en fait, quand c'est ramené à quelques minutes, je trouve le rythme en fait de chaque court-métrage m'a beaucoup déboussolé. Après, alors que j'ai l'habitude, un peu la culture japonaise aussi. Je pense que c'est peut-être aussi la narration à la japonaise, une narration plus de culture asiatique, auquel nous Européens on n'est pas très habitués si on n'a pas baigné dedans. Et je le reconnais là pour le coup. Ça dépend quelle génération. J'ai un angle mort parce que j'ai regardé quelques mangas, mais je veux dire je suis pas du tout. T'as regardé des mangas? Des animés, c'est bon. Des adaptations. Tu me tends la perche là, je suis désolé, mais des adaptations. Voilà. Mais je n'ai pas une connaissance extensive de la narration dans la culture asiatique, mais j'ai trouvé que ça m'a un peu déboussolé le rythme parfois des épisodes où tu as l'impression que tu as des personnages qui évoluent vraiment très très rapidement.
C'est un peu, tu combines effectivement narration japonaise, court-métrage, beaucoup d'expositions ou très peu d'expositions, donc parfois les changements paraissent drastiques aussi à cause du format, quoi, j'ai envie de dire. Mais bon, ça reste, comme le suppose Romain, ça pouvait rester un test pour ces studios comme pour Lucasfilm. En tout cas, j'espère que ça portera ses fruits et que ça soit une saison 2 d'autres studios, pas forcément japonais, ou voire même confié à un de ces studios, voire plusieurs, des projets eux-mêmes. Parce que je crois que c'est un petit peu l'avis que JB nous avait expliqué l'année dernière, il y a 1 an de cela maintenant, mais c'est que le côté un peu la promesse de filer à des studios japonais une licence comme ça, à quelque chose d'un peu faisandé, quoi. Genre, c'est ça, parce que tu es sur un projet où tu sais que chaque studio aura qu'un épisode, donc ils vont pas forcément pouvoir développer quelque chose, ou alors c'est juste, comme disait Romain, une espèce d'appel d'offres et chacun fait une proposition, mais j'avais peur que ça ressemble à ce que ça ressemble au final, c'est-à-dire quelque chose de très décousu, qui a pas de fil conducteur et qui arrive même pas à te divertir suffisamment pour que tu aies vraiment des épisodes qui ressortent beaucoup plus que les autres. T'as pas été suffisamment diverti? Non, parce que comme Marc disait, je pense que tu as au moins 6 épisodes qui racontent la même histoire. Quelle est cette histoire? Parce que peut-être que les gens qui n'ont pas vu la série se demandent de quoi on parle. Quelqu'un qui devient Jedi en trouvant un sabre laser. Voilà. C'est globalement ça. J'ai bien aimé Tatooine Rhapsody. C'est l'épisode qui, pour moi, c'est pas l'histoire de tous les films Star Wars, en fait? Pardon. Ça ressemble un peu, mais tu vois celui-là, il est plus Star que Wars, par exemple. Oh, le mec est bon. Mal. Il prend pas le micro souvent, mais attention, il faut s'accrocher, il y a du jeu de mots. Ça, j'adore ça, les jeux de mots. Non, voilà, c'était celui qui m'a le plus intéressé. Après, j'ai adoré The Twins, mais parce que j'aime beaucoup le style graphique de Trigger. Mais pareil, l'histoire que ça racontait, c'est pas du tout une histoire Star Wars. Tu peux pas intégrer ça dans l'univers Star Wars, dans le canon Star Wars. Et c'est un peu la peur que j'avais avec ça, c'est que peut-être pas tout, mais t'as 9 exercices de style, mais aucune vraie proposition, quoi. Aucune vraie proposition crédible. Que tu peux de manière crédible intégrer dans le canon Star Wars. Et t'as un peu ce truc de non mais regardez, c'est bon, les Japonais ils nous font un spin-off, alors que nous les Américains on fait The Bad Batch, on fait la vraie série, quoi. Ouais, il y a un petit peu ce côté-là aussi. Je pense qu'il y a une double supposition de les Japonais sont meilleurs en anime, alors que c'est peut-être pas forcément toujours le cas. Et deuxième chose, il y a un peu ce côté regardons ces amis japonais s'amuser avec notre licence, ils sont marrants, ils aiment bien le sabre laser, hein. On dirait un peu qu'on avait piqué le katana puis qu'on l'a mis laser et puis regarde, ça les éclate. Ils sont mignons. Il y a un petit peu ce côté-là, non Marc, tu voulais dire un truc? Pardon, Phobos. Il y a un côté qui peut paraître peut-être un peu condescendant, comme tu dis, JB, genre oui, bon, allez, amusez-vous dans le bac à sable d'à côté, là, de toute façon, c'est pas canon, faites ce que vous voulez. Mais du coup, c'est aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça aussi intéressant et un petit peu rafraîchissant d'avoir des trucs qui s'en fichent du canon et qu'on sorte un peu des carcans. D'ailleurs, c'est hyper drôle parce que YouTube est rempli de vidéos de vieux fanboys américains qui sont en mode ah oui, mais alors attends, parce que là, il respire dans l'espace, alors ça marche pas. Puis alors, à un moment, il y a Boba Fett, il tape du pied en même temps que la musique. Alors moi, du coup, je suis pas content, c'était nul. C'est là, genre. Ouais, non, en fait, c'est bien. Faites des trucs un peu différents. Allez-y, faites-nous des trucs un peu nawak. Franchement, ça fait plaisir, quoi, de voir des choses différentes. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, justement, ce qui m'a intéressé, c'est que justement, ça sort du canon, quoi. C'est pour ça que de Twins, l'épisode est complètement barré. On comprend quasiment pas ce qu'ils veulent raconter à la fin avec les deux personnages qui s'affrontent avec des sabres laser géants et tout le bazar. Et c'est incompréhensible à l'écran. Mais en même temps, c'est ça que je voulais voir, moi. C'est ça qui m'intéressait, qu'ils aient justement... Et c'est aussi pour ça que je trouve ça un peu dommage, non seulement que ce soit répétitif, mais finalement que tout ça soit un petit peu sage. Ouais, dans l'animation, dans l'histoire, tout est sage. Il y a à part l'épisode 3, personne ne s'est vraiment lâché et se dit bon bah voilà, on va faire notre truc. Peut-être le premier de Duel qui a son ambiance, qui a un style vraiment plus japonais que Star Wars, alors que tous les autres restent vraiment qui pourrait quasiment être canon en fait quelque part, tu vois. Mais je pourrais toujours le raccrocher à un wagon et les caler quelque part dans une mythologie. Je pense que l'argument de JB était pas tellement de dire que on pourrait leur confier quelque chose de canon, mais on pourrait leur confier les rênes de quelque chose qui n'a pas besoin de l'être, mais qui est construit de but en blanc, parce que le premier épisode donc en noir et blanc, donc qui du coup je crois s'appelle le Duel. C'est ça. Donc le Duel, ouais. Qui est fait par le studio. Par Kamikaze Douga. Ok, et qui a fait Batman Ninja notamment. Ouais. Et ben à cette patte
où tu doutes de même l'endroit ou le contexte. En fait, tu te dis, est-ce qu'on est dans le Japon féodal, est-ce qu'on est dans un film de Kurosawa, est-ce qu'on est dans Star Wars ou est-ce qu'on est dans un mélange des trois? Moi, limite, tu m'annonces un truc, bah voilà, on a une nouvelle gamme animation, donc en fait, limite, l'animation devient un peu un marqueur de ce qui est canon ou non, et donc cette partie-là de l'animation japonaise dit, ils font n'importe quoi, mais ils vont le faire à leur manière. Moi, j'aurais suivi une saison entière dans ce monde-là. Ça m'aurait plus intéressé si tu avais eu vraiment 9 épisodes où tu avais vraiment quelque chose qui se démarquait de l'imagerie classique qu'on a de Star Wars. Oui. Là, c'est un peu trop sage en fait. Mais après, je pense que Lucasfilm, Star Wars spécifiquement, au bout d'un moment, va être obligé. Enfin, on le voit déjà un peu arriver avec Marvel d'une certaine manière aussi en animation avec What If, mais je pense qu'au bout d'un moment, une marque a besoin de respirer. Alors, pour le coup, j'ai pas aimé What If, mais je pense qu'ils commencent à tenter à placer un petit peu des pions et dire on va explorer, on va développer des marques qui sont pas canon, c'est peut-être pas le terme, mais qui sont pas l'intrigue principale, qui sont peut-être pas l'univers principal, pour dire cette franchise a besoin de respirer, de proposer, d'intéresser d'autres gens et tout. Et moi, ça me ferait kiffer de me dire à un moment, il y a une série d'animation en noir et blanc qui se passe dans un univers qui est pas trop Star Wars, mais qui est pas non plus le Japon féodal, et qui est un truc entre les deux. Enfin, je trouve la proposition, elle est complètement barrée, mais en même temps, c'est Star Wars, et si c'est Star Wars dessus, tu peux vendre à peu près tout et n'importe quoi, au moins pour quelques épisodes, quoi. Donc effectivement, de ce point de vue-là, c'était un petit peu dommage de pas les voir aller la tête dans le guidon, ou de les voir rester sages, même si ça s'explique pas forcément. De mon expérience, c'est pas forcément le studio qui dit faut que ça se, le studio, en l'occurrence l'ayant droit, qui dit faut que ça reste, attention, soyez sages et tout. Parfois, c'est juste aussi les studios qui la jouent safe pour pouvoir, je sais pas, peut-être collaborer ensuite, faire du canon. Dans ce rapport un peu bizarre que nous exposait Romain, qui fait que peut-être que tout le monde sait que c'est un appel d'offres, mais personne le dit, et donc du coup tout le monde est un peu jugé plus ou moins durement. On a un petit peu parlé du duel. Est-ce qu'on parle de Tatooine Rhapsody, qu'on a mentionné aussi, et qui a visiblement fait l'unanimité à cette table, parce que ça parle pas trop de Jedi, ça parle d'un petit groupe de musique, et ça a été animé par le studio Colorido, et qui a fait notamment des séries de Pokémon, mais ça, à la rigueur, on s'en fout, puisque nous, on parle de Star Wars. Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui fait que ça fait l'unanimité, à votre avis, là? Est-ce que c'est juste parce qu'on sort de l'histoire habituelle? Ouais, je pense que c'est juste ça. On voit autre chose, un groupe de musique Star Wars, quoi. Enfin, on en a déjà vu en plus. Oui, j'allais dire, c'est pas inédit non plus. C'est pas inédit, mais au moins, voilà, ça change un peu du carcan. Peut-être que tu lis. Il y a le truc, c'est la Chosen Family, tu vois. C'est ce qu'on a un peu dans Rebels. J'aime bien quand tu me parles des archétypes narratifs. De ce que j'ai cru comprendre, même si j'ai pas regardé toute la série, il y a vraiment ce truc-là qui m'a plu. Moi, en plus, ça arrive en deuxième épisode. T'as le premier épisode, ok, c'est des Jedi, c'est des Sith. Ok, deuxième partie de Star Wars, la camaraderie, l'amitié. Ok, c'est cool, ça explore des trucs différents. Et après, tu tombes dans la redite. Comme disait Marc tout à l'heure, les premiers épisodes sont globalement mieux que la fin de la série. Et moi, je l'ai adoré celui-là. La manière dont ça se termine avec ce concert devant Jabba, et puis le fait qu'on voit un Hutt gentil, c'est la première fois qu'on voit ça, il me semble. Ouais, plus ou moins. Enfin, il y a des exceptions qui me viennent en tête, mais gentil à ce point, effectivement. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais, très chouette, très touchant au final, assez désarmant, surtout après l'intro très un peu edgy. Alpha edgy Star Wars, tu vois, en mode Kurosawa, noir et blanc, Jedi, sabre laser rouge, mais je suis pas vraiment un Sith, et t'as tous les clichés qui font un peu bander le fanboy, c'est le dire vulgairement, mais vous avez l'idée, c'est un podcast, bien sûr, family friendly. Alors du coup, là, Tatooine Rhapsody, c'est plus, il y a quelque chose d'un peu plus rond, un peu plus mignon, un peu plus nouveau, qui moi m'a fait du bien. En plus, on revoit des décors de l'épisode 1, la menace fantôme, que Marc n'aime pas, puisqu'il parle tout le temps de l'attaque des clones, mais il va nous dire pourquoi... Non, mais tu as raison, là. Le chara-design est très chouette aussi dans cette série-là. Tous les personnages sont mignons, colorés, il y a une vraie ambiance. J'allais dire Pokémonesque, mais c'est pas le. Si, c'est le même studio. Si, c'est Colorido, donc ça correspond bien à ce qu'il veut. On est un peu dans ce délire-là, et moi je trouve que ça fonctionne vachement bien. Complètement. Est-ce que on rebondit brièvement sur les jumeaux The Twins par Studio Trigger, donc Kill la Kill, Promare, je ne sais jamais comment on prononce, mais en tout cas là c'était du grand n'importe quoi, avec un Star Destroyer qui est connecté à un autre Star Destroyer et deux jumeaux qui sont connectés par la force et qui sont tous les deux du côté bresson de la chose.
Bien délire, énorme délire et claque visuelle pour le coup, pour ma part. Je ne savais pas qu'on pouvait surfer sur un X-Wing en passant en vitesse lumière avec un sabre laser et un droïde, mais tout ça arrive dans ce putain d'épisode. C'est quasiment une manœuvre Roldo d'ailleurs à un moment donné. Oh écoute, toi direct tu rentres dans le canon, toi, tu veux te faire des ennemis toi en fait en parlant de Last Jedi, hein, j'ai envie de te dire. Mais effectivement ouais, c'est complètement ça. Et ça fait penser d'ailleurs moi ça m'a fait penser à un concept art pour rester dans le canon, encore une fois. C'est marrant parce que je déteste en parler, mais visiblement j'en parle tout le temps, voilà. Vous m'avez exposé, percé à jour. Et bien il y a un concept art, un espèce de truc juste pour visualiser au tout début de la recherche sur le réveil de la force épisode 7 à l'époque. Et ben il y a cette espèce de concept art avec une héroïne, il me semble, qui est dans un X-Wing, qui allume le sabre laser et qui racle le Star Destroyer. Et ça m'a fait penser à ça. Et c'est vrai que là, c'est une friandise visuelle, quoi. Tu t'en fous limite un petit peu du reste, quoi. Même si au doublage, il y avait Alison Brie, je crois, pour un des personnages en anglais. C'était assez rigolo d'entendre sa voix sur du Star Wars. J'ai une question. Vous l'avez regardé en anglais ? Moi, j'ai regardé en anglais pour voir les doublages, ouais. Parce que moi, je l'ai regardé en japonais parce que je me suis dit que la synchronisation allait être plus. Enfin, ça a été pensé en japonais, donc ça paraissait plus évident. Et par contre, j'ai perdu tous les doubleurs fantastiques qui étaient annoncés sur la version anglaise. C'est vrai que sur beaucoup d'épisodes, c'était quand même assez cool de reconnaître les voix et tout. Il y avait un casting assez développé. Après, je pense que fondamentalement, j'aurais eu plutôt tendance à regarder en japonais, mais avec conscience, on s'est dit tiens, pourquoi pas en anglais. Et puis c'était aussi l'occasion d'en reparler un petit peu dans un podcast qu'on avait prévu parce qu'on pense à tout, hein, bien sûr. Donc je sais pas, non, un petit mot sur le doublage, Phobos, non, ça t'a pas forcément marqué? C'est correct, enfin voilà, ça m'a pas plus marqué dans un sens comme dans l'autre, donc ça fait le taf, quoi. Donc tout va bien. Qu'en est-il de The Village Bride? Je vais essayer de prendre mon plus bel accent pour vous parler de cet épisode qui, Edoku, est signé Kinema Citrus, qui a fait Made in Abyss. Je crois que là, on rentre dans cette fameuse histoire du Jedi qui est un petit peu en exil et puis qui finit par se révéler. Je sais que Phobos n'a pas aimé cet épisode. Et moi, bizarrement, j'ai kiffé cet épisode. Je crois qu'il fait partie de mes préférés. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'espèce de... la façon dont c'est, j'allais dire, filmé, pas vraiment, mais du coup, mis en scène, les espèces de couleurs et tout. Je trouve qu'il y a un truc assez poétique là-dedans. Même à la fin, dans le combat final, j'ai vraiment frissonné, quoi. Je me suis dit, ah ouais, c'est bien découpé. Je me sentais investi dans cette histoire, alors qu'elle est archétypale, mais comme quoi parfois les archétypes ça fait du bien. JB va démonter mon argument tout de suite, c'est maintenant. Eh ben non, parce que celui-là je l'ai trouvé plutôt sympa. Ah, et en plus il y a un sabre jaune. Ouais, j'ai trouvé, en fait, non, il y a une espèce de côté un peu mysticisme et une relation un peu avec la nature et la force. Ouais, ça m'a touché, assez intéressante, qui, en fait, me parle sur les trucs que j'aime bien de la force et ce qu'on a dans l'épisode 8, tu vois, cette espèce de relation avec le vivant. Arrêtez de parler de l'épisode 8, on va dans le problème. Et ce qu'a la force dans cette force, qu'elle est comme ça, quoi. Mais après, ces personnages-là m'ont intéressé, le côté Jedi un peu moins, quoi. Ok, Romain. Et moi c'est à partir de cet épisode-là que j'ai commencé à m'embrouiller, à mélanger les épisodes. Voilà. Ok. Donc c'est voilà. Un peu le point de non-retour. Ouais. Voilà, c'est à partir de là où Village Bride, ouais, c'est ça, ouais. Moi, celui-là, je vois encore c'est lequel. Après, le 5, le 7, le 8, le 9, je sais plus. Si Obi-Wan, j'arrive à voir, le robot, mais les autres, c'est flou. Le 5 qui a beaucoup fait parler de lui, donc le 9e Jedi par IG Productions, Psycho Pass, vous les connaissez peut-être pour ça. Il a fait couler beaucoup d'encre par rapport au fait que y a cette idée que les sabres laser ne peuvent plus être fabriqués par les Jedi, qui sont quasiment un ordre disparu. On est des milliers d'années après, à la limite, l'épisode 9, c'est un peu présenté comme ça. Il y a limite, là, dans cet épisode, une forme de contexte qui est posé, et on a presque l'impression de voir un pilote, moi je trouve, dans celui-là par rapport aux autres. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était... Vraiment dans la construction de l'épisode, c'est un de ceux qui m'a le plus happé en fait dès le début. Ouais, à fond. Ouais. Et effectivement, ça ressemble à un pilote de série. Mais j'ai trouvé qu'il y avait 2 épisodes d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petits trucs hyper cool. L'armurier, le forgeron quoi, qui forge des sabres laser, c'est quand même hyper cool. Puis il y a des petites pépites de lore comme ça, genre les droïdes qui ont la flemme et qui sont en train de siroter leur petit thé et qui sont pas pressés. Ils sont trop bien. Je trouve qu'il y avait un petit côté pour le coup Miyazaki dans le lore qui était développé, qui était plutôt cool. Et jusqu'au twist final de en fait
ton Kyber, il prend la couleur de ton âme, pour faire simple, et qu'en fait, c'est pas des Jedi, mais ils sont corrompus et ça devient des Sith. J'ai vraiment, c'est un des épisodes que j'ai le plus aimé en fait. Et la DA est très cool. C'est parfois pas trop Star Wars, je trouve, mais en même temps, on est dans le futur, donc ça m'a pas vraiment choqué. Mais il y a des designs qui font très, pour le coup, je trouve, trop science-fiction à la japonaise, un peu trop déjà armure. Limite un peu Gundam là si vous voyez de quel personnage je parle, mais on va peut-être pas tout spoiler quand même. Non, je sais pas, est-ce que ça vous a inspiré celui-là? Pas trop, non. Je crois que de l'autre côté de la table, on est tout seul avec Phobos, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Pas plus que ça. Ouais. Parlons plutôt alors de TOB1, petit jeu de mots. Est-ce que vous l'avez compris? Je suis pas sûr, donc je vous explique. Non, pardon. Non, mais tu plaisantes, mais j'ai mis longtemps à le comprendre celui-là. Ah ouais, c'est pourquoi pour moi c'était c'était C6PO quoi, des lettres, des chiffres et mais il y a un truc. Ah oui, d'accord. C'est peut-être le gag le plus méta de cette série Star Wars Vision, et cette fois c'est animé par Science Saru qui a fait Devilman Crybaby. JB, t'aimes bien Devilman Crybaby? Je crois que tu... Ouais, j'aime beaucoup. Je savais pas que c'était le même studio parce que graphiquement c'est pas du tout la même ambiance. Graphiquement on est plus dans un hommage à Astro Boy, Tezuka, et cette ambiance un peu presque old school que j'ai bien aimé. Et très beau. Dans les 4 épisodes de personnage qui devient un Jedi, c'est celui que j'ai préféré. Et c'est le seul qui m'a fait te poser des questions, à savoir est-ce qu'il y avait déjà eu des droïdes Jedi. Ah, effectivement, et du coup, vous savez, maintenant, il n'y a plus grand-chose qui n'a pas de précédent dans Star Wars, parce qu'il y a toujours un petit comics, une petite nouvelle, un petit roman qui traîne par là, donc il y a eu des petites pistes qui déjà évoquaient la question, et même dans le canon, tiens, j'en reparle, dans The Last Jedi, Luke projette son apparence sur une autre planète où il n'est pas, et C3PO le voit, donc techniquement... les droïdes sont sensibles à la force, en tout cas de cet aspect-là. On sait aussi que dans Star Wars, les droïdes sont des êtres sensibles, donc sensibles à la force, ça paraît pas être non plus un énorme pas à franchir. Moi, je trouvais ça très cool que du coup ils aillent à fond pour le coup dans ce concept en disant ouais, il y a limite un gars. Là encore dans ce côté le vieux savant à la Astro Boy qui crée entre guillemets un peu le Jedi parfait, le Jedi droïde, et là franchement ça frissonne quand il se bastonne contre l'espèce de proto Dark Vador. Là je trouve que c'est très 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 joli quoi. Et quand il a le logo des Jedi imprimé dans l'œil, je crois il y a une espèce de zoom comme ça complètement dingue. Là j'étais rassasié, je me tourne vers l'animateur. En fait, c'est tout à fait le genre d'épisode je veux dire Vision est fait pour ça quoi. Proposer des trucs comme ça un peu délire et tout, et qui permet de rassasier ceux qui sont pas satisfaits par moi je suis pas un grand fan de Mandalorian et compagnie, de tout ce que fait le Disney, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que pour moi c'est assez c'est conservateur quoi. Voilà, et voilà ce genre de truc avec un droïde. Pendant ça dure combien de temps l'épisode? Ça dure 25 minutes. Ouais, même pas, je crois qu'il est assez court d'ailleurs celui-là, il me semble, mais ils ont pas tous la même durée pour le coup. Mais au moins, pendant 25 minutes, je suis satisfait quoi. Voilà, c'est pour ça aussi que Tatooine Rhapsody m'avait plu, et c'est pour ça aussi que les forgerons m'avaient plu aussi, c'est de changer un peu, même, tu disais, le style graphique, le design des choses. Je dis, pourquoi pas quoi. Ouais, moi je suis assez chiant sur mes designs Star Wars, c'est une vie de collection qui a cassé mon cerveau avant ça, mais là pour le coup je trouvais ça très cool, et aussi avec quelque chose d'intéressant, parce que là où les autres m'ont peut-être parlé de sabre laser dans une forme de réappropriation culturelle quoi, on pourrait dire. C'était intéressant d'avoir aussi le premier épisode façon film de sabre, Kurosawa et tout ça. Mais là, c'est peut-être un peu plus subtil, en disant on va faire un hommage à Tezuka, qui est un truc typiquement japonais, que peut-être les Américains connaissent moins, même s'il était considéré, si je dis pas comme bêtise, comme le Walt Disney japonais. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant, parce que là, les références sont mises en mouvement, quoi. Ça tourne, je comprends pourquoi ils mettent ça. C'est pas juste une sorte de petite ref en disant nous, on est super fans des sabres laser parce que c'est le katana ou c'est la tiraille du samouraï, tu vois, ça va un petit peu plus loin, ça met les choses en mouvement. Et moi, ça me plaît quand ça tourne pas juste à vide, quoi, tu vois, tout simplement. Et j'ai trouvé que dans cet épisode, en plus moi ça me parle à fond les petits robots. En plus t'as l'effet Pinocchio à fond la caisse, à fond les ballons
voilà, pourquoi pas, quoi. Qui marche. Donc voilà, un autre spin-off, s'il vous plaît, TO, B2, non, ça marche plus, merde. Passons plutôt à The Elder, rebelote avec Trigger. Épisode un peu bizarre, relation maître-élève aussi, Jedi, plus philosophique. J'ai bien aimé cet aspect-là, parce que c'est des choses qu'on voit peut-être moins dans les films, voire même moins aussi dans les séries animées, même si on a beaucoup de Obi-Wan et d'Anakin. Là, il y avait une relation assez intéressante dans comment on explore, comment on montre un petit peu ce rapport entre chevaliers et Padawan qui vont tomber sur un site alors qu'on les pense disparus, ce qui fait vraiment beaucoup penser un petit peu à ça fait vraiment penser à une sorte de relecture de la menace fantôme, enfin de la partie Qui-Gon, Obi-Wan versus Maul, quoi. Et ils commencent à douter parce qu'ils l'ont rencontré une première fois et puis ils en reparlent et... Heureusement que tu le repitches parce que j'avais Ouais. complètement oublié cet Je épisode. vois qu'on suit beaucoup à cette table. En réalité, moi, c'est vraiment là que j'ai commencé à décrocher de la série. Le reste, je trouve. Ça va, c'est l'avant-avant-dernier, je crois. Ouais, c'est ça, c'est 7, 8, 9. Avant, il y avait des répétitions, mais il y avait suffisamment d'originalité. Là, on retombe quand même dans l'histoire des Jedi qui arrivent dans un village. Et puis en termes de DA, c'est quand même un peu plus aride que. Ouais, que c'est pas de duel en fait. En fait, je crois que deux des défauts de la série, c'est d'abord d'avoir mis tous les épisodes d'un coup. Parce que du coup, on a budget. Alors que si ça avait été un épisode par semaine, on aurait sans doute apprécié ça différemment. Ça exacerbe le côté répétitif, quoi. Et puis caler de duel en premier, qui est sans doute le plus impressionnant graphiquement. Je te coupe juste, moi je les ai regardés un par un les épisodes. Okay. Ma copine, la semaine où on les a regardés, elle finissait à minuit, donc elle rentrait du taf, on en regardait un le soir. Ça marche pas non plus. Ok. L'expertise Jean-Baptiste. Non, et l'embêtant aussi, c'est que de duel graphiquement, le premier, c'était vraiment une claque, quoi. Et on a tous pris le design dans la tronche. Et donc après, tu sens que quand tu redeviens à des choses beaucoup plus classiques, malheureusement, t'es un peu déçu, quoi. Ok, bon. Je pense qu'il n'y a pas besoin de débattre plus longtemps de cet épisode. Passons à l'avant-dernier qui s'appelle Lop et Ocho par Geno Studio, qui est responsable de l'adaptation animée du manga Golden Kamuy, que moi j'aime beaucoup parce que moi aussi je lis des mangas ou je vois des mangas, c'est comme vous voulez, vous pouvez dire les deux. Qu'est-ce qu'on a posé justement Phobos de Lop et Ocho, où il y a une espèce de petit lapin extraterrestre dans une ville. Si je me trompe pas, la race et dans Star Wars. effectivement qui existe. C'est une race qui est canon. Prends ça, ville fanboy. Donc, en fait, cet épisode, le début, j'ai trouvé ça assez intriguant parce que justement, t'as ce personnage de Lépi, alors qu'à côté, t'as des humains. Tu comprends que t'as des espèces de bails d'esclavagisme. Ça aborde un peu la notion. Ce que l'Empire fait aux gens du quotidien, quoi, qui doivent se démerder avec ça. Et ouais, j'ai trouvé qu'en fait la fin était un peu rushée, que notamment t'as la sœur qui vire full fasciste un peu d'un coup, tu sais pas trop pourquoi. C'est peut-être un autre épisode qui commence un peu comme un pilote, qui s'écroule un petit peu au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'ils ont voulu trop raconter de choses, mettre beaucoup trop d'éléments, de lore, de tout ce qu'on veut, de personnages, etc. Et en fait, ils se retrouvent un peu piégés dans leur propre truc, ce qui fait que ça semble parfois un peu rushé. Après, je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait avec le sabre laser, de dire c'est une espèce d'arme un peu mystique, familiale, que tu te passes de génération en génération. Et ça j'ai trouvé que c'était assez beau et que ça raccroche vraiment avec la culture japonaise dont est issu le sabre laser, donc la boucle est bouclée. Mais sinon, ouais, j'ai pas. Je pense que la boucle est bouclée à peu près à chaque épisode, mais effectivement. Mais voilà, mais c'est encore un épisode qui parle de il y a un problème et il y a une bagarre au sabre laser voilà, ça finit. Et en plus, c'est vrai que celui-là me paraissait le plus complet, comme tu disais, en termes de lore, etc. Et qui se finit super vite, enfin dans mes souvenirs en tout cas. Et ouais, voilà. J'ai pas non plus. Je sens que je vous épuise à chaque nouvel épisode. C'est vous dire si l'enthousiasme est à son comble. Terminons du coup avec Akakiri, toujours par Science Saru. Alors là, moi, c'est le moment où. C'est pas que j'ai décroché, parce que j'ai quand même bien aimé regarder cette série. Et il y a vraiment ce truc très intéressant pour un fan de Star Wars et
un narrative designer, de savoir un peu comment on se réapproprie des trucs, tu vois, des éléments de lore ou de un peu les grandes étapes narratives de Star Wars, que je trouve toujours assez fascinant à regarder. Mais ça, c'est plus pour le côté, effectivement, quand t'es tellement fan d'un truc, des fois, même juste voir un petit peu les plans, les maquettes, etc., ça te plaît. Là, tu vois un petit peu ce qu'ils essayent de faire dans cet épisode, mais pour le coup, c'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus hasardeux, quoi. C'est-à-dire que j'ai terminé l'épisode et la série se termine là-dessus et je me suis dit ça me laisse pas sur un goût de reviens-y, quoi, tu vois, ça me laisse plutôt sur un truc de on en est à 9 épisodes et il était temps d'arrêter parce que là vous n'aviez plus grand-chose comme idée. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, l'ordre est embêtant en fait, l'ordre de diffusion est pas juste. Ils auraient dû s'organiser pour mieux doser la diffusion et terminer sur un très grand épisode. Ouais, ça aurait été une solution pour nous accrocher un petit peu plus, effectivement, et nous inciter à avoir un petit peu envie de voir une saison 2 ou même de terminer sur une note tout simplement plus positive, plus enthousiaste. Phobos, qu'est-ce que tu en penses de cet épisode ? J'ai aimé quand même la direction graphique qui est qui est très très marquée en fait, assez différente de tous les précédents épisodes. Donc on sent qu'ils ont vraiment voulu proposer quelque chose de très différent. Il y a un côté un peu estampe ou ombre. Il y a beaucoup de choses qui sont convoquées quand même. Du coup, le problème, c'est que du coup l'épisode, je pense qu'il est un peu aride. C'est typiquement le genre de style graphique que tu t'attends à voir en festival de courts-métrages animés, mais... Attention. Mais Marc peut confirmer après tous ces Annecy, facilement un truc hyper grand public. Pour moi, ça reste un style graphique qui est un peu niche. Donc, il n'est pas forcément hyper simple à prendre en main, à appréhender, tu vois, surtout quand tu viens de t'en taper 8 autres, c'est pas forcément le truc sur lequel tu as envie de finir. Et après, l'histoire est quand même c'est une espèce de relecture de la romance Anakin Padmé, sauf que qu'est-ce qui se passe si Anakin avait réussi à faire en sorte que Padmé revive, quoi. Mais ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même aussi un côté un peu légende, tu vois, venu d'Orient, tu vois, un truc qu'on passerait aux gens, et qui, moi, m'évoque une autre partie de la culture japonaise que j'aime bien et que je trouvais cool. C'est juste que on a vraiment l'impression de terminer sur une note hyper dure, que ça soit dans le style qui est un petit peu original, mais pas non plus aussi jouissif qu'un Trigger. Parce que Trigger, tu peux vraiment te dire c'est n'importe quoi, mais au bout d'un moment, t'es obligé de rigoler, t'es obligé de triper, quoi. Avec eux, là, c'est vraiment un peu... c'est sec, quoi. Et tu termines sur une morale qui est un peu vénère. Et tu termines et tu fais, c'était Star Wars Vision. Et il n'y a pas ce côté gamin au balai de Star Wars 8, de waouh, Star Wars renaît toujours, tu vois. Il y a vraiment un côté genre, ah ouais, Star Wars c'est dark, quoi, tu vois. Et c'est un peu triste de terminer surtout là-dessus. T'as ce truc, tu le regardes sur une plateforme comme Disney+, et genre l'épisode, t'as 5 secondes de générique. Et t'as pas le temps de... T'as pas le temps, tu sais, ça t'annonce pas l'épisode d'après, ou quand tu regardes, tu te dis, oh bah tiens, il y a la suite. Et là, ça te met direct pour regarder un autre film à la con, avec une famille qui a un chien et qui galère, tu vois. Je déteste ça d'ailleurs sur les plateformes. Et t'as ce truc-là, c'est, ça y est, Star Wars, c'est fini. Et. Ok. Voulez-vous regarder Hawkeye ? Il y a un chien, il y a un archer. Regarde, il y a des blagues. Et toi, t'es en train de chialer, tu sais, t'en peux plus. Et effectivement, je comprends un petit peu ce sentiment-là. Quelque chose à rajouter sur ce 9e épisode, ou est-ce que on passe doucement vers une petite conclusion, une petite ouverture tous ensemble ? Non, en vrai, la DA, comme a dit Constance, c'était bien. Il y a des sidekicks rigolos. Je trouve que le Jedi, il a un petit côté un peu Albator, un peu Leiji Matsumoto dans le design, qui était pas... Tu commences à me titiller un petit peu, mais ouais, je suis d'accord. Visuellement, celui-là, il était un petit peu plus intéressant peut-être que les deux qu'on avait eu avant, mais ouais, en termes de scénario et de fin, c'était dur. C'était un gros coup derrière la tête, on va dire. Voilà pour les 9 épisodes dans le détail, même si on est assez rapide, vous l'aurez compris. Moi, j'ai envie que pour la conclusion, on fasse plus qu'une conclusion, qu'on discute un petit peu de plein de choses. Mais Marc je vérifie qu'il n'y a pas un sniper qui est à la fenêtre. Il y a un studio non japonais qui travaille actuellement sur un court-métrage Star Wars. Voilà. Débrouillez-vous avec lâche ce leak, des exclus. cette info, ce truc. Je peux
je vais me faire défoncer si j'en dis plus, mais voilà, donc il semblerait que Visions continue d'une certaine manière. Romain hisse les bras de manière... C'est pas moi. Il veut échapper au sniper, au IG-88 placé Et sur le mur. c'est pas Illumination, ou en tout cas c'est pas l'info que j'ai. Bon, bah, avec ça, si on n'est pas cancel par Disney d'ici la diffusion de ce podcast, c'est qu'on est vraiment très fort. Merci pour l'exclu, Marc, ça fait plaisir. La première fois que tu l'as entendu, c'était sur Outrider. On peut le dire pour la première fois de manière non ironique, ce qui est quand même plutôt sympa et qui illumine les yeux de JB. Ah, si vous le verriez, si vous pouviez le voir, ça serait pas mal. Bref, effectivement, bah, du coup, est-ce que ça augure du bon pour un Star Wars Vision peut-être fait par chez nous, en Europe, dans d'autres pays En vrai, il y a plein de studios partout qui sont capables. Il faut juste que Lucasfilm ose un peu lâcher le truc. Tu parlais tout à l'heure de plein de studios. Moi, j'ai repensé à Hardman. C'est exactement ce que j'allais dire, Hardman. Hardman, ils avaient fait du Batman. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ils avaient fait un ou deux courts-métrages Batman en stop motion, façon voilà, c'est Gromit avec la grosse pâte à modeler et tout. C'était un peu délire, mais c'était vraiment une prise de risque et il y avait un concept. Ou même le studio de Phil Tippett, hein, tout simplement. Ouais, bien sûr. Dans les papiers, donc. Ou filer un truc à Fortiche qui a fait Arcane, par exemple. Il y aurait plein de choses à faire autour de ça. Donc, il y a plein de gens hyper talentueux dans le monde, plein de studios qui mériteraient d'être exploités. Mais est-ce que ça a de la gueule, ça, comme proposition, Star Wars Vision saison 2 avec All Over the World? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que c'est vendable d'un point de vue business, mon cher Romain? Ça remplira leur plateforme, donc comme le reste. Hein, comme mais est-ce que on n'a pas trop de retours en fait? Bon, après, Marc nous file une exclue de qualité, mais c'est vrai que Lucasfilm, depuis la sortie de la série, qui est d'ailleurs sortie entièrement d'un coup, n'a pas du tout communiqué sur Star Wars Vision. Et en fait, les rares trucs que tu vois de gens s'enthousiasmer, de petits des gars qui ont travaillé dessus, qui disent ouais, nous on avait développé tout un lore, on aimerait bien travailler dessus, c'est vraiment les studios eux-mêmes. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a déjà un bouquin. Voilà, peut-être que c'est aussi une espèce de l'entrée un petit peu doucement, mais pourquoi pas, hein. Après, il n'y a pas besoin de rusher tout, mais c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est qu'en l'absence de produits, on va dire, de films, de séries en prise de vue réelle, des galères que rencontre Rogue Squadron, d'une Kathleen Kennedy qui reste, mais dont on dit qu'elle perd du pouvoir, oui, non, c'est pas trop, enfin, c'est un petit peu compliqué. On peut se dire que l'animation a un vrai rôle à jouer là-dedans et de dire, bah, au pire, expérimenter en animation, c'est pas que ça coûte vraiment moins cher, mais il y a un certain nombre de trucs qui visuellement ou des idées qui peuvent passer et être beaucoup plus touchantes, accrocher beaucoup plus de gens aussi. Enfin, moi je sais que quand on a vu c'est Raya and the Last Dragon, c'est ça, cette année qui est sortie, moi je me suis mis à rêver, je me suis dit mais en fait le crossover il est là quoi. Pourquoi, enfin, quand je vois la qualité des textures, des environnements, le côté un peu world building de ce dessin animé qui a par ailleurs une histoire que j'ai pas trouvé non plus fascinante, mais je me suis dit on voit quand même des royaumes, des environnements, des biomes super différents. Il y a guère que Star Wars qui propose un truc aussi large que ça. Je rêverais qu'on me fasse un long métrage d'animation et qu'on me dise bah ouais, le prochain Star Wars c'est de l'animation, que ça sorte au ciné ou pas, mais limite si ça sort au ciné c'est bien sûr encore mieux, et je pense qu'ils ont les moyens, les ressources pour le faire. J'imagine qu'il y a plein de studios, dont celui dont tu fais partie, mon cher Romain, qui donnerait cher pour taffer sur cette licence, quoi. Donc voilà. C'est pas une manière de confirmer ou d'infirmer le leak, même si effectivement, maintenant que j'y pense, ça pouvait être le cas. Passons plutôt la parole à Marc. Moi, je pense que l'animation devrait être traitée sur un pied d'égalité avec le live action. Et c'est pas le cas ni au niveau des producteurs, ni au niveau du marketing, ni même au niveau des spectateurs qui, en général, ont un peu de recul par rapport à l'animation, se disent ça va être enfantin. Alors qu'on a plein d'exemples dans plein de franchises qui montrent que l'animation est au moins aussi bonne, si ce n'est pas meilleure. Le meilleur de la prélogie, c'est quand même la série de Genndy Tartakovsky. La meilleure incarnation de Spider-Man, c'est Into the Spider-Verse. Si on va piocher dans les différentes animations, les différents travaux chez DC Comics, je sais pas, le meilleur Batman, est-ce qu'on n'est pas tous d'accord ici pour dire que c'est la version de Bruce Timm plus qui revient bientôt d'ailleurs. Oui, qui revient bientôt. Que, je sais pas, les versions de Nolan ou le truc avec Ben Affleck. Non. Il y a des choses qui sont... Version pour Nolan, truc avec Ben Affleck. Vous avez compris. Il y a des choses qui sont très très bien dans l'animation, mais les gens n'osent
toujours pas aller dedans ni le vendre et moi je trouve ça un peu gênant et j'aimerais bien que Lucasfilm, en fait moi j'aimerais bien que Spider-Verse ait donné des idées à tout le monde parce que c'était vraiment un truc qui a bien marché, qui a cartonné au box-office, qui a été multi-récompensé, et ce serait bien que ça donne des idées aux gens de, plutôt que d'essayer de refaire Spider-Verse en live, suivez mon regard, faites de l'animation. La table. Ok. Mais moi, je suis à peu près persuadé que, enfin, à ma petite échelle, encore une fois, je suis pas dans le milieu et j'ai jamais consommé de l'animation en masse. Mais j'ai vraiment l'impression que depuis Spider-Verse, un certain nombre de profils aussi, bah forcément, on pense à Lord et Miller et à ce qu'ils produisent aussi, pas forcément ce qu'ils font en direct. Mais j'ai vraiment l'impression, même là encore récemment, Arcane, tu vois, d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a des phénomènes un peu qui remettent l'animation sur le devant de la scène et placent le doute dans nos têtes sur ouais, ça n'a pas besoin d'être enfantin, ça n'a pas besoin d'être grand public, ou ça peut amener d'autres choses. Et j'ai l'impression que ça revient de plus en plus régulièrement. Ouais. Ça bouge. Ne serait-ce que le trailer de Spider-Verse 2, tu vois. Ouais. Du coup, les mecs se disent putain, c'est vrai qu'il y a ça, c'est une dinguerie, j'espère que d'autres studios vont s'y mettre. Et ça serait assez logique qu'ils s'y mettent, quoi. Dans les exemples aussi qui font que ça bouge, il y a The Witcher. Ils ont fait le préquel animé, il était super chouette. Ouais. J'ai préféré à la série. Voilà, moi aussi j'ai préféré à la série. Donc ça bouge un peu et ce serait bien que ça aille sur Star Wars dans le bon sens. Ouais. Bah, surtout qu'ils ont entre les studios qui leur appartiennent ou qui travaillent avec eux depuis longtemps et ceux avec qui ils peuvent collaborer potentiellement, je pense que de la même manière qu'on les a vu ouvrir un peu la licence à d'autres studios de jeux vidéo, je pense qu'ils peuvent un peu faire la même sur l'animation et du coup limite explorer aussi des territoires où on peut se permettre d'aller plus loin, plus fort, de tenter des trucs. Enfin, on verra bien ce que ça donnera dans le jeu vidéo, mais moi je trouverais ça pas déconnant. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent de leur vœu, une série sur la Haute République, mais voire des films la Haute République mais en animation pour garder aussi un petit peu les designs un peu créés par Phil Noto ou par d'autres et garder un peu ce côté plus lumineux que l'animation je pense peut facilement amener. C'est vrai que spontanément quand on voit les visuels de la Haute République on l'imagine très bien porté en animation et peut-être un peu moins en live action où ça ressemblerait beaucoup à la prélogie et peut-être que les gens pourraient ne pas aimer. Enfin je sais pas, en tout cas on est tous d'accord à cette étape pour se dire que si Lucasfilm appuyait sur le bouton, ça pourrait arriver très vite. Oui. Ouais. Ok. Mais est-ce que ça nous excite? Est-ce qu'on a envie de voir ça? Ah mais carrément. Ouais, carrément, moi, oui. carrément. De toute façon, mais comme tu disais, les exemples, il y a aussi c'est Seth Rogen pour les Tortues Ninja, je crois. Ouais, Seth Rogen. Yes, carrément. Voilà, il y a Manuel Soto sur le Transformers aussi. Ouais. En full CG, full anime. Donc il y a quand même des grosses licences qui commencent à avoir ce truc-là et ils vont peut-être y passer. Et c'est des longs métrages en plus. Ouais. Est-ce que du coup il y a une pression en fait qui va être mise un peu à Star Wars peut-être dans l'idée de faut aussi investir ce terrain-là. Star Wars ou Marvel, hein. Enfin, je veux dire, par rapport à Disney. Ouais. Est-ce qu'ils vont sortir un truc Marvel ou Star Wars? Enfin, quelle licence va être sélectionnée? C'est vrai que Marc faisait une vanne là-dessus, mais le prochain Spider-Man on a vraiment l'impression de voir une réponse à Spider-Verse mais en live action. Mais ils ont aussi relancé la série X-Men des années 90, ils font une nouvelle série Spider-Man, on a eu What If, donc on a quand même l'impression qu'ils veulent investir ce terrain-là. Bon, moi je me dis, putain, Star Wars, il y a quand même plein de trucs à explorer et qui tabasseraient en animation. En plus, oui, c'est illimité quoi. Ça coûte cher, mais c'est illimité quoi. Unlimited power. Effectivement, mais alors du coup, petit bilan sur ces deux séries. Comment se porte l'animation chez Star Wars? Parce que bon, on a fait le bilan comme ça, calmement, en repensant à chaque instant. Mais est-ce que c'est vraiment l'avenir de Star Wars? Est-ce que ça se porte suffisamment bien pour qu'on dise ça? Est-ce qu'il y a suffisamment de promesses pour qu'on ait envie d'y croire? Phobos, je te donne la parole. Moi j'ai encore envie d'y croire, même si quand on fait le bilan de ces deux dernières séries, c'est pas vraiment au niveau. Et là on en a parlé, il y a d'autres séries qui sortent chez Disney. Alors What If en l'occurrence, je trouve que c'est pas au niveau non plus. Quand on compare ni en anime ni en scénario tout. Ok. Surtout quand on compare à d'autres séries animées qui sortent, donc on l'a dit, notamment Arcane, qui est donc un dérivé de League of Legends, qui met une claque visuelle en termes d'écriture, en termes de puissance émotionnelle que ça convoque, en termes de lore que ça développe. J'espère qu'ils se reprendront et qu'ils ne reposeront pas sur leur laurier et qu'ils oseront pousser le truc plus loin. Et je pense aussi à la super série animée d'ici Harley Quinn, qui pareil visuellement prend peut-être un peu moins de risques qu'un Arcane par exemple, mais propose quand même des choses et qui dans l'écriture est hyper maline, hyper drôle, ça empêche pas le fanservice. Donc c'est
typiquement des choses qui montrent que les séries d'animation, et en plus qui s'adressent à un public plutôt jeune adulte, ça existe, ça fonctionne, il y a un marché, il y a moyen de faire hyper bien. Et là, la question c'est, ok, maintenant Lucasfilm, on vous attend au tournant, quoi. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, parce que la barre est haute sur le marché, et moi j'ai vraiment envie qu'ils nous proposent des séries de cette qualité-là dans l'univers Star Wars. C'est ce que j'ai envie de voir l'année prochaine, et dans les années à venir. Je pense qu'il va falloir que tu patientes un peu plus que l'année prochaine, mais qu'est-ce qu'on en pense du côté de JB ? Prends un petit peu le micro, mon cher. Moi, je peux pas m'exprimer sur The Bad Batch, mais en tout cas, sur Vision, c'était tiède au final. Il y a quelques épisodes qui font l'effort de proposer quelque chose de différent. Moi, c'est ce genre de choses que je veux voir en animation, et j'espérerais en voir plus dans Vision. S'il y a une saison 2, s'ils font appel à d'autres studios, pas forcément japonais, tant mieux, mais il faut qu'ils y aillent à fond dans les propositions artistiques, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté toujours frustrant de voir une sorte de... C'est un petit peu une carotte, quoi. Tu la donnes au studio, tu la donnes au spectateur, tu vas donner à Fortiche un épisode, voilà. Encore une fois, ce n'est pas le leak de Marc, mais supposons Arcane, ça a cartonné, ils ont 20 minutes pour faire du Star Wars, ça va être trop bien, on va tous kiffer, et on va se dire putain c'est con, c'est 20 minutes alors qu'on pourrait avoir un truc qui en plus est écrit par des Américains s'ils ont vraiment peur qu'il y ait un différentiel de langue, ou j'en sais rien, je sais pas, j'aimerais bien qu'à un moment ils mettent quelques œufs dans le même panier, quoi, et qu'ils se disent ouais on y va, on croit en cette branche animation de Star Wars, surtout quand la branche live action elle rame de fou, quoi. C'est pas comme s'il y avait un truc de dingue à côté, quoi. En fait, en plus il y a un truc, c'est qu'on est en pandémie, et que faire de l'animation, c'est peut-être... On peut le faire à distance, alors on peut le faire à distance, et c'est peut-être plus intéressant pour un producteur de se dire, j'ai des assets, j'ai des gens à distance, alors qu'un tournage, c'est plus compliqué déjà, voilà. Écoutez la sagesse capitalistique de notre cher Romain. Voilà. Et pour rester aussi sur des trucs capitalistes, quand tu vois le succès qu'ont des séries comme l'Attaque des Titans aux États-Unis, l'animation c'est quelque chose où le public américain il en est friand maintenant. Donc proposer de la vraie bonne animation Star Wars, il y a un vrai public aussi, un large public. C'est pas qu'un public de niche qui souhaite avoir des produits de qualité. Nous sommes d'accord. Marc, toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je pense que l'animation au sens large et mondial du terme se porte bien et a de belles propositions en cours et à venir. Et il faudrait que Lucasfilm se bouge, mais plus largement, il faudrait que Disney se bouge, parce que ils ont la même politique chez Marvel, en fait, de faire des productions qui sont quand même vachement toutes lissées. Moi, je sais pas si vous avez regardé What If ici. Il y a des épisodes qui sont très bien, mais il y en a d'autres qui sont très très Marvelesques dans l'esprit, où ça sort jamais d'un cadre. Or, ils ont besoin de sortir, maintenant tous, ils ont besoin de sortir de ce cadre et de se lâcher un peu dans les propositions. Et à l'horizon, chez Disney, je vois rien de vraiment très très excitant. Alors que c'est faisable. Il y a plein de studios, plein de talents, plein de gens. Enfin, ce serait cool. Mais je trouve que chez Disney, au sens large de la boîte, on n'ose pas en fait. On s'est un petit peu refermé reposé sur les lauriers, ou refermé un petit peu sur je sais pas. Sur une formule qui marche. Ouais. On a une formule qui marche. On en a parlé tout à l'heure, de Bad Batch et de Mandalorian se construit de la même manière. Mm-hmm. Donc on va épuiser ça plutôt que d'essayer d'être créatif et de proposer des choses un peu plus joyeuses. Effectivement. Pour terminer peut-être, Romain, est-ce que tu as un mot sur Star Wars doit-il passer par l'animation pour survivre, ou pour briller, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Mais je te rejoins là-dessus, Marc, c'est que pour moi c'est partout pareil. Enfin, je veux dire, que ce soit en live ou en anime, ils ont besoin. Star Wars a. Enfin, c'est mon avis, mais un besoin fort de devoir se renouveler, quoi. Et si ça veut passer par l'anime, parce que l'anime permet plus de choses, ou même par rapport aux spectateurs, j'ai l'impression que Disney écoute beaucoup les fans. Mm-hmm. Enfin, il y a beaucoup de bruit. Enfin, je veux dire, on l'a vu avec les films quand même, épisode 8, 9. Quoi. Oui, je crois qu'on l'a vu. Ouais, voilà. Et je pense que si tu le fais en anime, peut-être que les gens seraient peut-être plus aptes à accepter des trucs qui changent vraiment la licence. Et donc là, en tout cas, il y aurait d'emblée un caractère différenciant, quoi. T'aurais quand même quelque chose qui tout de suite te dit c'est nouveau, et voilà. Et du coup ceux qui n'aiment pas vont pouvoir très vite repérer pourquoi ils n'aiment pas, les autres vont profiter d'un média à part entière qui amène toutes ces
possibilités. C'est Et ça qui qui est est très très cool. rafraîchissant pour tout le monde en plus au final. Bah complètement. Puis enfin surtout encore Et une après fois. ils font un live action à partir de ça s'ils veulent, mais Oui, c'est clair, ils adaptent la live action en animation. Ah, là, c'est le serpent Spider-Man, hein. qui se mord la queue. Bah, effectivement, il serait bien capable de le faire, mais non, c'est vrai que récemment, moi, le succès d'Arcane que j'ai pris assez tardivement, m'a vraiment mis une claque sur cette idée de ah ouais, c'est. Et pourtant, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit radicalement, tu vois, innovant. Juste non mais c'est vraiment travaillé l'impression quoi, que ça fait longtemps qu'ils bossent dessus aussi. C'est hyper bien travaillé, et ça tombe aussi dans un créneau où visiblement il y a enfin les gens répondent, tu vois, il y a comme JB aussi le laissait me supposer avec l'exemple de l'attaque des Titans ou d'autres choses, mais moi je me suis dit bah ouais, ça parle de plein de thèmes très adultes, en même temps je comprends très bien pourquoi les gens qui sont peut-être plus jeunes et qui jouent à League of Legends vont kiffer aussi. J'y vois plein de qualités sur la façon dont effectivement cet univers est amené, réinventé un petit peu, parce que c'est pas vraiment dans un MOBA que on pouvait raconter une histoire aussi, c'est un petit peu compliqué, croyez-moi, je travaille dans le jeu vidéo, donc voilà. Mais c'est vrai que ça laisse rêveur en fait. Il y a vraiment ce côté de waouh, ils ont l'air d'avoir trouvé des nouvelles îles, un nouveau coin du monde à explorer, et Star Wars n'y est pas encore. Donc voilà, disons que pas encore, et espérons que bientôt Star Wars investira ces eaux-là pour nous faire rêver et envoyer des films ou des séries animées qui tabassent, à défaut de pouvoir voir Rogue Squadron, la trilogie de Rian Johnson et bien d'autres choses qu'on ne verra peut-être, voire sans doute jamais. J'ai fait une fin un petit peu à la Akakiri là, je vous ai tous séché avec un truc bien grave, bien sombre. Alors on va quand même se terminer sur quelque chose de... Le fait que Patty Jenkins fasse pas de Star Wars, c'est pas très grave. Regardez-le comme il est mauvaise langue. A-t-il tout à fait tort? Non, il a complètement raison. Merci Marc d'être la voix de la conscience de ce podcast. Bref, je voulais qu'on termine par un petit peu vos actus respectifs, des petits bisous. Comment on peut vous remercier d'avoir participé, JB, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu as envie? De quoi tu as envie de parler? J'ai là pour me remercier d'avoir participé, j'ai mon PayPal si tu veux. Yes, alors PayPal, non, JB.balier. Non, mais sinon, on fait pas mal de podcasts en ce moment à côté de Outrider avec Landrider. Il y a eu la semaine pirate sur Bonus Tracks, donc il y a plein aussi de podcasts liés à la piraterie. On n'en a pas fait sur Star Wars, mais on aurait pu. Je pense que c'était un petit peu évident, donc on n'a pas voulu être non plus aussi terre à terre que l'ont été certains studios japonais sur Star Wars. Bon, voilà. Non, mais on a pas mal d'actu nous sur la fin de l'année. Voilà. Donc ça fait plaisir, allez écouter des podcasts sur la piraterie ou sur Warhammer si vous êtes en manque d'un univers de SF un peu original, presque trop, mais pas assez pour Henry Cavill, parce que univers qui se développe en animation. Exactement. Comme quoi. Peut-être que l'un va dépasser l'autre, je ne crois pas tout de suite en tout cas. Marc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que ça fait chez CloneWeb ou Happy Hour en ce moment? Raconte-nous tout. Ça dépend un peu quand est-ce que vous mettez en ligne ce podcast. On va enregistrer le numéro de fin d'année de Happy Hour, le numéro de Noël, qui est un numéro où on invite tous les invités de 11 mois de l'année. Je sais car j'ai déjà participé. Ça fait un podcast un peu bordélique, encore plus bordélique que les précédents, parce qu'on est vraiment trop nombreux, ça parle dans tous les sens et compagnie. Mais on est content de faire ça, c'est un peu notre petite pré-réveillon de fin d'année, avec des choses à manger, à boire et des petits sujets de pop culture. Et puis voilà, les choses suivent leur cours. Sur CloneWeb, en fonction du coup de la mise en ligne de ce podcast, on arrive avec une grosse critique de Matrix 4 qu'on a eu la chance de voir en avant-première, et on aura un très très dense papier à lire, donc si les gens qui nous écoutent ici aiment la lecture, il y aura des choses. Quelle chance vous avez. Romain? Moi j'ai pas vraiment d'actu pour le coup, j'ai juste mon compte Twitter. Pas celle dont tu peux discuter en tout cas. Ouais, non, voilà. Après en travaux personnels, si je suis en train de voir si je peux pas faire un fan film Star Wars justement. Cool. Voilà, c'est dans le thème du podcast. Donc voilà. Où il n'y a pas un seul coup de feu tiré. Un fan film en full CG du coup. En full CG, ouais. En plan séquence full CG pour l'instant. Voilà, j'en dis pas plus parce que c'est très préliminaire pour l'instant. Mais est-ce que je fais ça si sur mon temps libre sont intrigués par... c'est @romainrevert, REVERT sur le Twitter. Eh bien, merci d'avoir anticipé ma question. Comme si tu avais un peu la force. Je pensais être toïdarien, avoir une petite trompe et des ailes. Et voilà, finalement, les trucs de Jedi, il faut croire que ça marche sur moi. J'espère que ça a marché sur vous aussi. Mais avant ça, Phobos. Oui. C'est quoi l'actu?
C'est quoi l'actu ? Eh bien, vous pouvez m'entendre parler de ma série préférée ever, j'ai nommé Black Sails, au micro du Coin Pop, dans le cadre de notre semaine piraterie. Et vous pourrez aussi m'entendre très bientôt parler d'une autre série animée, celle de DC, donc Harley Quinn, au micro de First Print. Tu as aussi fait un truc avec nos amis de Spoilers, je crois. Et oui, et j'ai une capsule dans le calendrier d'avant de nos amis de Spoilers C'est mignon, pour vous présenter la série Shadow and Bone qui est dispo sur Netflix. Donc voilà, si vous n'avez pas assez de séries à regarder, écoutez Phobos et ensuite vous écoutez les podcasts sur ces séries en question et comme ça vous passez un super réveillon, on en est assez persuadé. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, merci à toutes et tous d'avoir participé. Merci à toi. C'était le premier Outrider depuis un bout de temps et donc ça m'a fait plaisir de parler de Star Wars et d'animation avec vous, même si le bilan est pour l'instant un petit peu mitigé. À l'horizon 2022 où on va beaucoup parler de bilan mitigé, ça tombe bien. Allez, on vous fait de gros bisous, on vous dit bonne fête de fin d'année, bonne année 2022 et à très vite pour parler de The Book of Boba Fett par exemple. Allez, ciao. Je serais obligé de venir pour le truc sur Boba Fett. Oui. Oh. On est dans la scène post-générique. Je lirai des fanfics Boba Fett. Ah, ça je veux bien. Bonus. Trax.